Bonjour chers amis du Cercle Aristote, bonsoir pour cette émission Twitch exceptionnelle, puisque nous avons le plaisir aujourd'hui de recevoir Monsieur Driss Ghali, qui a publié un ouvrage, une contre-histoire de la colonisation française aux éditions Jean-Cyril Godefroy, dans la collection Cercle Aristote. Ouvrage dont je viens de regarder, il se situe en première place dans les ventes Amazon sur les ouvrages liés à la colonisation. Donc, Monsieur Ghali, vous m'entendez bien? Très bien, parfaitement. Eh bien, nous allons commencer notre discussion à peu près d'1h30 autour de votre ouvrage, de la colonisation française. Toutes les 20 minutes, je prendrai des questions du chat. Et tout d'abord, j'aurais envie de vous poser une question un peu marxiste. D'où parlez-vous pour évoquer la colonisation française? Bon, je pense que... Bon, d'abord, bonsoir et merci de me recevoir. Je pense que la vérité n'a pas besoin d'affiliation, ni de confession, ni de race. Elle ignore ces choses-là. Il y a une vérité, avec plusieurs facettes, mais il y a une vérité. C'est pour ça qu'un gynécologue peut être un homme. Un homme peut être gynécologue alors qu'il n'est pas une femme. Ou qu'un prêtre qui a toujours pratiqué le célibat peut conseiller des couples en amour. Donc cette question d'où parlez-vous, évidemment, elle a tendance à briser le débat ou à nous empêcher de nous occuper de thèmes qui ne sont pas forcément propres, qui ne touchent pas notre chair. Il ne faut pas qu'on s'interdise de nous occuper des choses qui ne nous concernent pas forcément. Après tout, je n'ai pas vécu la colonisation, donc je pourrais être, si on suit cette logique-là d'où parlez-vous, personne n'aurait le droit d'en parler, parce que nous ne l'avons pas vécu, nous ne l'avons pas vécu dans notre chair, et ainsi de suite. Mais pour répondre plus sérieusement à votre question, je parle en tant que Marocain pleinement, dans le sens plein du terme. Je suis le fils de ma terre et je l'assume, mais aussi en tant que Français d'adoption, une adoption plus culturelle qu'autre chose, plus civilisationnelle qu'autre chose. La France est ma deuxième patrie après le Maroc, ma patrie culturelle, celle de ma langue, celle de ma sensibilité. Et je m'exprime aujourd'hui parce que je vois plusieurs choses nous conduisent vers la dislocation du corps social français entre deux peuples, un peuple immigré, un peuple de souche. Et un des motifs de cette dislocation, une des querelles parmi tant d'autres, est celle de la colonisation. J'ai été étonné quand j'ai lu le titre de votre ouvrage, une contre-histoire de la colonisation. Parce que, sincèrement, on parle très peu de la colonisation dans les manuels scolaires, notamment peut-être parce que ce n'est pas une phase très glorieuse de l'histoire de France. La traite des Noirs, tout ça, ce n'est pas tant enseigné. Je me rappelle, c'était Thierry Ardisson qui le disait il y a 15 ans. Pourquoi, donc, en fait, est-ce qu'on n'a pas déjà besoin de faire une histoire de la colonisation? Qu'est-ce que vous entendez par histoire? Oui, je vois ce que vous voulez dire. Au fait, si on limitait l'histoire de France ou l'histoire enseignée aux pages glorieuses de l'histoire française, il n'y aurait plus grand-chose à faire. Il n'y aurait plus grand-chose à dire. Les manuels scolaires seraient aussi fins qu'un numéro de Voici ou de Femmes Actuelles. Parce que qu'est-ce que la Révolution, si ce n'est une rivière de sang? Inutile en plus, parce que Louis XVI avait tout donné. Et on l'a décapité quand même, et on a génocidé les Vendéens quand même, et on a noyé les prêtres quand même. Qu'est-ce que l'histoire de... Enfin, si on enlève tout ce qui n'est pas glorieux, il n'y aura plus grand-chose. L'Inquisition, même la création de la France, la formation de l'unité française a été un bain de sang. Quand on voit les guerres intérieures à la France, la destruction des identités régionales, la destruction des patois. Donc, je pense que ce n'est pas le critère. Cette histoire, il faut la faire, mais il faut la faire sérieusement. Aujourd'hui, elle n'est pas faite sérieusement. En tout cas, ce qui est enseigné aux élèves est une histoire à charge contre le peuple de France, contre... Voilà, donc excusez-nous pour cette nouvelle coupure technique, on espère que c'est la dernière. Et donc, reprenons la question où nous en étions, c'est-à-dire, d'une certaine manière, pourquoi parler de contre-histoire de la colonisation, alors que dans les manuels scolaires, on essaye un peu de faire oublier cette page sombre et pas reluisante de l'histoire de France. Il y a plusieurs pages sombres et peu reluisantes de l'histoire de France. Si on limitait les manuels d'histoire aux pages glorieuses, il n'y aurait plus grand-chose. La Révolution était un fleuve de sang. Le génocide des Vendéens, la destruction de la monarchie, l'éradication de la noblesse, l'éradication physique, le sort terrible du fils de l'héritier de trône de France, les décapitations, la terreur. Au fait,
le souci avec la colonisation, c'est qu'on insiste que sur son côté effroyable. Et il a existé. Je dis dans mon livre qu'elle a été un crime, mais elle n'a pas été qu'un crime. Elle a été un crime, elle a été une erreur qui a eu des conséquences inattendues, dont des conséquences extrêmement favorables, extrêmement positives. Et nous serions fous et ingrats et complètement insensés de ne pas les reconnaître. Est-ce qu'on ne peut pas dire quand même que la différence, c'est que pour les Vendéens, on s'est massacré entre Français, c'était notre affaire. Puisque la colonisation, nous sommes allés perturber le développement de peuples qui ne nous avaient rien demandé. C'est le rappeur Kerry James qui dit « c'est vous qui avez mêlé votre histoire à la nôtre, nous les colonisateurs, les Européens ». Alors, pendant que la connexion saute, donc pour les auditeurs du Twitch Aristote, vous avez reconnu par la référence rapologique, c'est bien sûr Oncle Julien. Oui, ça saute. Monsieur Galli, vous êtes à nouveau parmi nous. Je suis là. Ouais. Vous avez entendu la dernière question ou je la reformule? Bon, votre question sur la colonisation, il n'est pas question de défendre la colonisation, il est question de l'étudier. Le procès qu'on me fait souvent, c'est de dire, on m'accuse de célébrer la colonisation. Je ne la célèbre pas, pour comprendre quelque chose, il faut la prendre entre ses mains, il faut l'embrasser, il faut la regarder, il faut la lever, la soulever, voir toutes ses nuances, tous ses recoins. Évidemment que la colonisation est condamnable, mais je signale tout simplement, et ça on l'a souvent oublié, que tous les peuples l'ont pratiqué, notamment le peuple dont est issu Kerry James, dont j'ignore l'origine. Qu'il vienne d'un peuple qui a colonisé un autre ou qui a été africain, sont les champions du monde de la colonisation. Au moment où la France colonisait le Sénégal, l'Égypte colonisait le Soudan, avec l'aide des Anglais. On est en 1850, 1855. L'histoire humaine avance avec la colonisation. Qu'est-ce que la France? Une colonisation notamment. Qu'est-ce que l'Angleterre? Vous voyez le peuple anglais. Ce sont des colonisations successives. Il y a eu les Romains, après il y a eu les Vikings, il y a eu les Celtes, vous avez les Anglo-Saxons. L'histoire de l'Irlande est une histoire d'une colonisation terrible, tragique, qui s'est terminée il n'y a pas longtemps. Hein. Rappelez-vous le Sinn Féin et autres. Donc l'idée, encore une fois, ce n'est pas de Français et de leur pardonner la colonisation. C'est pas de toute façon, qui sommes-nous pour donner des bons points ou pardonner? Nous sommes des êtres normaux qui vivons une vie pépère en 2023, entourés de gadgets technologiques. Mais d'un autre côté, vous m'entendez toujours, Monsieur Galli? Non, ça a à nouveau coupé. Alors là-dessus, c'est vrai que je me rappellerai toujours mon professeur de latin qui avait commencé à nous faire une éloge de la colonisation romaine, qui avait fait de nous des Gallo-romains et non pas des Gaulois. Et oui, Monsieur Galli? Oui, je suis là. C'est bon, ça coupe toujours. Je pense que ça serait peut-être plus judicieux de couper la caméra. Enfin, vous faites comme vous voulez parce que. Très bien, on va couper la caméra. On va couper la caméra. Non, j'ai une autre proposition, mais bon, on va couper la caméra. Je suis votre conseil. Allez, c'est parti. D'accord, espérons que ça marche cette fois-ci. Alors, pas entendu qu'il y a toujours eu des colonisations successives au fil du temps, mais il y a quand même quelque chose de différent avec la colonisation européenne. C'est qu'on a pensé, on a réfléchi la supériorité du colonisateur sur le colonisé. Il y a eu des discours scientifiques, racistes. Ah oui, c'est sûr, c'est sûr. Bien entendu. Et ça, je renvoie cet argument vers les amoureux de la science qui nous ont embêtés, pour ne pas dire autre chose, durant le Covid, qui nous ont dit la science vous intime de vous vacciner, la science vous intime de vous séparer des non-vaccinés, des non-masqués. La même science a justifié le racisme, la même science a justifié l'eugénisme, la même science a justifié la colonisation. Parce qu'effectivement, la colonisation a été imbibée de ces idées de supériorité des races blanches sur les autres races. Et ça, c'est la deuxième moitié du 19e siècle, effectivement. Mais la colonisation musulmane a été largement habitée par l'idée de la supériorité des Arabes sur les autres cultures. Les Arabes supérieurs aux Berbères, dans l'imaginaire musulman arabe. Les Arabes, bien entendu, supérieurs aux Noirs. Il faut voir ce que les Arabes ont fait en termes d'éradication des peuples du Soudan. On y est encore au Darfour, on y est encore au Soudan, au Sahel, en Somalie. L'élément musulman supérieur à l'élément pakistanais et hindouiste. La colonisation musulmane perse et arabe du Pakistan et de l'Inde a été un génocide. Donc, bien entendu, de toute façon, pour aller conquérir quelqu'un, il faut bien se sentir supérieur à lui. Et je vois aujourd'hui dans les rues de France, dans certains faits divers, la même revendication de supériorité. Vous voyez de ces nouveaux arrivants qui, dans plusieurs faits divers, quand vous les lisez en creux,
Alors, nous ne saurons pas l'identité des arrivants dans des faits divers c'est sans doute des Suédois ou alors des Anglais. Là-dessus, je pense que le ministère de l'Intérieur, qui a sans doute écouté cette transmission et peut-être responsable de la coupe, a certainement déjà mis ses meilleurs limiers sur le dossier pour déterminer qui était responsable. Alors j'espère que notre ami va bientôt revenir. Rebonjour chers auditeurs, rebonsoir. Alors nous sommes désolés pour ces projets techniques, c'est parce que nous avions oublié de dire Inch'Allah avant de commencer l'émission. Donc a priori maintenant ils sont définitivement réglés et donc Monsieur Driss Ghali a la gentillesse de pouvoir rester une demi-heure de plus. Donc, nous allons reprendre l'émission à 0. Donc si vous avez une impression de retour vers le futur, ce n'est pas grave. Vous aurez tout ce qu'on a dit, mais cette fois-ci de manière complète. Alors, Monsieur Driss Ghali, merci beaucoup pour venir vous exprimer sur le canal Twitch du Cercle Aristote au sujet de votre ouvrage, une contre-histoire de la colonisation française, édité dans la collection Cercle Aristote aux éditions Jean-Cyril Godefroy, et qui est, après un rapide coup d'œil, numéro 1 des ventes sur Amazon pour les ouvrages sur la colonisation. Donc, c'est vraiment un grand plaisir de vous recevoir aujourd'hui. Et la première question que j'aimerais vous poser, une question un peu marxiste, c'est d'où parlez-vous pour vous exprimer sur la colonisation ? Très bien, merci. Désolé pour ces soucis techniques. J'espère qu'ils seront rapidement derrière nous. Je suis en effet dans un pays chaud, l'Espagne, et apparemment, les équipements n'ont pas aimé la chaleur. Ils ne sont pas assez tropicalisés, et c'est pas très loin du thème de la colonisation, puisque la colonisation a été marquée longtemps par l'incapacité de l'homme blanc à s'adapter aux conditions tropicales ou de l'Afrique du Nord. Il a été lui aussi victime de la colonisation par sa très haute mortalité, sa surmortalité absolument hallucinante, qu'il soit britannique, français, espagnol ou autre. Ça reprend votre question, d'où est-ce que je parle. Je pense que cette question elle est bien sûr valable, mais je vais essayer un peu de la dévitaliser, puisque nous n'avons pas besoin d'être des colonisés pour en parler, ou des anciens colonisés pour en parler. C'est ça le grand progrès de la raison occidentale, c'est de permettre à la raison d'être souveraine et de se déployer partout. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, parce que j'entends aujourd'hui des discours aujourd'hui d'où parlez-vous qui sont très très graves. Hein, et bientôt un gynécologue devra être femme, puisqu'on dira à un homme d'où parles-tu pour t'occuper de l'utérus d'une femme, puisque tu n'es pas une femme. Bon, c'est juste pour rigoler un peu. D'où je parle, je parle depuis ma double allégeance. Je suis marocain, le fils de ma terre. J'assume cette identité-là, je vais vivre avec elle, que je le veuille ou non. Et je suis aussi... Alors, cela a à nouveau coupé. Pourtant, théoriquement, ça veut dire que Inch'Allah n'a pas fonctionné. Donc, on va essayer, je ne sais pas, d'égrener le chapelet. J'invite tous les... Monsieur Ghali, c'est bon ? Alors, vous parliez de votre double allégeance. Donc, moi, je parle depuis une double allégeance et je vois que la France, qui est ma deuxième mère, est en train de se disloquer sur des querelles identitaires, souvent fondées. Et ces querelles sont en train de détruire le corps social. Et une de ces querelles est la querelle de la colonisation, de son histoire mal comprise, mal interprétée et surtout manipulée par les lobbies divers et variés. Donc, moi, je m'exprime pour me rendre utile à la France. Je sais que je vais prendre des coups, mais la France envoie la chandelle. Mais là-dessus, il y a des historiens qui travaillent sur la colonisation, qui sont des scientifiques, qui abordent ces questions de manière neutre. Vous considérez, pour écrire une contre-histoire, que leur travail ne correspond pas aux enjeux du moment ? Le problème des historiens et le problème des universitaires, ils vivent dans un monde clos. Et je ne leur en veux pas, parce que l'historien, à la limite, il se fiche de son utilité à la société française, parce que ce n'est pas elle qui le note, ce n'est pas elle qui le promeut, ce n'est pas elle qui garantit sa retraite ou sa carrière. Les historiens sont notés par d'autres universitaires. Or, nos universités sont sous la coupe, en général, d'une certaine gauche qui déteste la France, qui se déteste elle-même et qui veut faire advenir un agenda qui est l'agenda immigrationniste, mondialiste, européiste. Donc, tout ce qui est bon pour massacrer l'estime de soi des Français, pour détruire le moral, est bon pour cette gauche-là. Et de toute façon, même les historiens, même les plus honnêtes, souvent, me semble-t-il, je le dis très modestement, il manque le... Sur les historiens, qu'est-ce qui leur manque ?
pour vraiment faire une histoire de la colonisation qui serait correcte. Je disais, les historiens de gauche sont obligés de respecter la religion de gauche, sinon ils ne sont pas promus, ils ne deviennent pas docteurs et ils n'ont pas leur retraite. Les historiens, disons, indépendants, à mon avis, il manque le besoin profond qui habite la France aujourd'hui, un des besoins profonds qui ne sont pas du tout adressés par la communauté scientifique, c'est-à-dire le besoin d'expliquer ce qu'est la France et ce qu'elle a été. Parce que les Français ont le moral qui est détruit jour et nuit. Et les Français d'origine immigrée, ils apprennent au berceau à détester le pays qui est devenu le leur. Et les historiens manquent ça. Soit parce qu'ils ne l'ont pas vu, soit parce qu'ils ne peuvent pas, parce que sinon ils ne seraient pas édités, ils ne seraient pas financés, pour X raisons. Et moi, j'interviens dans le débat comme un homme d'action. Moi, je viens du milieu de l'entreprise. Et en entreprise, nous avons besoin de prendre des décisions sur la base de recommandations éclairées. Donc moi, je donne des recommandations à mes lecteurs. Je leur dis, voilà ce qu'a été la colonisation, avec son côté positif, son côté négatif, ce qu'elle a été vraiment. Et j'invite le lecteur à se positionner là-dessus. Et je ne trouve pas dans l'histoire que nous avons aujourd'hui une prise de position de l'historien qui dit voilà ce que ça a été. Parce que nous sommes, les historiens sont dans un débat qui est d'universitaire et qui ne sont pas orientés vers l'action. C'est comme si vous alliez chez le médecin et vous avez besoin de sortir avec un diagnostic et une recette, une ordonnance médicale. Vous allez chez les historiens, vous sortez avec un débat entre historiens et avec plus de questions que de réponses. Moi, dans ce livre, j'apporte des réponses puissantes, engagées, à des questions qui sont lancinantes. Les Français veulent savoir s'ils sont issus d'un peuple de génocidaires, et les Français immigrés veulent savoir s'ils doivent ou pas détester leur pays d'adoption. C'est très simple et extrêmement important. Mais c'est étonnant quand vous dites que, donc, d'une certaine manière, c'est les élites de gauche, j'imagine via l'éducation, empêchent les Français de comprendre leur passé, parce que c'est quand même la colonisation qui a appris aux petits Algériens, nos ancêtres les Gaulois. D'une certaine manière, il y a j'ai du mal à imaginer comment l'école, les institutions de l'État français peuvent laisser passer ce que vous dénoncez. Je prends votre question comme de l'humour. Hein. Je pense que vous connaissez la même France que je connais, qui est une France où l'idéologie dominante, le consensus des élites, le seul possible, celui qui vous permet de passer à France Télévisions, qui vous permet d'avoir un job dans une multinationale, qui vous permet d'être subventionné si vous êtes un artiste ou un écrivain ou un cinéaste, le seul consensus admis, le seul possible est un consensus anti-français. L'idéologie bourgeoise, la pensée bourgeoise, si vous voulez être conforme en France, il faut dire que la France est mal et que l'Europe est bonne. Et quand on dit que la France est mal, donc que son passé est effroyable, qu'elle est responsable de tous les crimes. Le Français aujourd'hui est porteur du péché originel. Voilà. Donc évidemment, notre école, elle est au service de cette idéologie bourgeoise. Et au 19e siècle, l'idéologie bourgeoise était plutôt colonialiste. D'ailleurs, à l'époque, on disait coloniste. Bon, peu importe. Cette idéologie bourgeoise a voulu le colonialisme à un moment, et elle l'a rendu comme étant une vérité révélée, comme aujourd'hui l'immigration. Aujourd'hui, on nous dit l'immigration est une chance pour la France. Eh bien, au 19e siècle, on disait la colonisation est une chance pour la France. Dans les deux cas, il s'agit d'une foutaise. Mais gare à ceux qui s'élèvent contre cette foutaise. Aujourd'hui, vous avez un ministre de l'Éducation que vous connaissez, qui est plus qu'un anti-français. M. Pape Ndiaye, et à mon avis, je le dis avec beaucoup de respect, mais je le dis quand même, c'est un des nombreux ambassadeurs des États-Unis en France. C'est-à-dire qu'il est là pour diffuser l'idéologie de la race, la séparation de la France en différents peuples porteurs de différents romans nationaux. Un peuple de génocidaires, que vous connaissez, et un peuple de victimes, ou des peuples de victimes, soit issus de l'esclavage des Antilles, soit de l'esclavage de l'Afrique, soit issus de l'islam, qui sont des victimes et qui tendent la facture au peuple de génocidaires que vous connaissez. Eh bien, non, la gauche, on est au-delà de la gauche maintenant. Le système est coupable de cette grande mystification qui fait qu'il met en fait, les Français, qu'ils soient immigrés ou de souche, ont été enfermés dans une caverne. Pensez au mythe de la caverne de Platon. On les a enchaînés, on leur a dit, regardez ces ombres ridicules qui se dessinent sur le mur, telle est votre vérité, chérissez-la. Alors que moi, très humblement, j'essaie de libérer les gens de cette caverne et de leur faire voir le feu qui a brûlé derrière au 19e jusqu'au 20e siècle et qu'il faut regarder en face avec ses absurdités, ses horreurs, mais aussi ses éléments positifs.
Mais quand vous voyez, par exemple, les élites françaises, au moment de son investiture, François Hollande, donc président socialiste, est allé fleurir la statue de Jules Ferry, qui avait parlé du devoir des races supérieures à coloniser les races inférieures. Donc, on voit que cette élite, au contraire, est-ce qu'il n'y aurait pas un travail à faire pour les Français, comme d'ailleurs les Américains le font, de déboulonner des statues, de débaptiser les écoles Jules Ferry? Peut-être que là, vraiment, on serait dans le pardon colonial par rapport à la colonisation. Bon, déboulonner, abattre les statues, c'est un travail de sauvages, de barbares. Les barbares, quand ils ont envahi Rome au 5e siècle, ils ont déboulonné des statues. Les talibans, qui sont des barbares sublimes, je dis sublimes parce ils ont quand même chassé les Américains avec leurs drones et leurs satellites, donc c'est pas n'importe quel barbare, mais ils sont des barbares quand même, dont les mentalités sont méprisables. Et j'ose le dire en tant que musulman, je n'ai aucun mal de dire que j'ai honte des talibans. Les talibans ont déboulonné les statues, le Bouddha de Bamiyan et autres. Nous ne sommes pas des barbares, donc il est hors de question de déboulonner les statues. D'ailleurs, on nous déboulonne, enfin, comment dirais-je, cette histoire de déboulonner les statues, ça n'a rien à voir avec le discours colonial ou avec le pardon. C'est une élite qu'on a aujourd'hui qui est tellement nulle, tellement médiocre, qu'elle ne peut se regarder dans une glace que si elle déboulonne Louis XIV, Richelieu ou Mazarin. Parce que Richelieu, Mazarin, Louis XIV, De Gaulle, même Jules Ferry, ils valent 10 000 membres de notre gouvernement. Notre gouvernement est rempli ce sont des gens médiocres. Nos élites sont médiocres. Donc, leur tropisme, leur envie de déboulonner, c'est pas pour faire plaisir aux uns aux autres ou pour chercher le pardon. C'est qu'ils ont besoin de détruire les géants pour qu'ils puissent se trouver, se considérer moins nains qu'ils ne sont. En fait, nos élites aujourd'hui, elles sont, même si elles sont des élites de nains, même si elles sont incapables et incompétentes, elles sont ultra puissantes. Et elles peuvent se permettre elles se permettent le luxe d'être incohérentes. C'est ça, un des aspects du luxe, c'est l'incohérence et la contradiction assumée. Ils aiment Jules Ferry, comme vous l'avez dit, mais ils détestent la colonisation. Vous voyez ce que je veux dire? Ils sont tellement forts que leurs idoles sont intouchables. Jules Ferry, Victor Hugo, qui a dit des choses terribles sur les peuples noirs, terribles de racisme. Gambetta, Clémenceau, qui ont dit des choses horribles. Mitterrand, qui était ministre de l'Intérieur pendant qu'on torturait en Algérie dans les années 50. Tout ça, c'est intouchable. Par contre, Maurras, la droite, qui a souvent été anticoloniale, elle est pestiférée, tout ça. De toute façon, on ne peut pas juger, ce sera mon dernier mot, les grandes figures sur leur pureté. Jules Ferry, il faut l'aimer pour ce qu'il a fait à la France, pour ce qu'il a fait à la République, pour l'éducation, pour son rôle de stabilisateur dans un pays qui était au bord de la guerre civile, après la défaite avec les Allemands en 71. Si vous cherchez quelqu'un de pur, eh bien vous ne trouverez personne dans l'histoire humaine. Vous savez, même le prophète des musulmans peut lui reprocher des choses. Même Jules César a commis des massacres de masse. Donc, il ne faut pas qu'on juge les gens, à commencer par Jules Ferry, par leur côté négatif. Vous savez, même le beau Obama, magnifique prix Nobel de la paix, a tué. Il a bombardé les gens. Et il ne faut pas lui en vouloir pour ça. Si vous voulez des êtres purs, il faut regarder du côté des saints de l'Église, et encore, et du côté des anges. Et par exemple, quand je prends le RER à Paris et que je vois le peuple du RER et que je me dis quels sont les modèles dans lesquels il va se reconnaître et qu'il faut lui présenter dans les livres d'histoire, je ne vois pas beaucoup de gens avec les favoris de Jules Ferry. Par contre, quand j'ouvre le livre d'histoire en 4e, un saint tel qu'il est présenté, on nous présente Abdelkader. Et peut-être que Abdelkader peut permettre une meilleure identification aux jeunes à notre époque, surtout quand on voit les transformations de la composition de la population française. Votre question est immense. Au fait, derrière, il y a la question de quel modèle proposer aux Français. Quel est le Français qu'on veut fabriquer? Parce que toutes les écoles, même aux États-Unis ou en Chine, sont des immenses usines de bourrage de crâne, il faut dire la vérité. Quel bourrage de crâne on veut faire? Est-ce qu'on veut fabriquer des Français issus des Gaulois? Est-ce qu'on veut fabriquer des républicains laïcs? Ou est-ce qu'on veut fabriquer des Maghrébins de contrefaçon? Ou des Africains de contrefaçon, auxquels on dit vous êtes des Maghrébins sur scène, ou des Africains sur scène. C'est une question immense, qui n'est pas forcément au programme aujourd'hui. Aujourd'hui, de toute façon, la nature humaine est la même partout. Et les élèves d'aujourd'hui et d'hier ont les mêmes besoins. Ils ont besoin d'identification, ils ont besoin de modèles, de références. Il y a des grandes références chez les Arabes. Abdul Qadir en est une.
C'est un grand monsieur, une noblesse guerrière. C'est un monsieur qui a su pardonner. Je ne suis pas sûr que dans les manuels scolaires de 4e, on enseigne aux petits Français que Abdelkader a pardonné aux Français la colonisation. Abdelkader, qui a massacré tellement de Français, qui a été massacré dont les troupes ont été pourchassées par les Français, à un moment donné, il a écrit... On dit qu'il a épargné des chrétiens. Qu'il a épargné des chrétiens. Oui, en 1861 à peu près, dans son exil à Damas, il y a eu une espèce d'émeute interethnique déjà à Damas en 1800, à l'époque, 61-62, et il n'a pas parlé des chrétiens. Il a ouvert sa maison aux chrétiens de Damas pour se réfugier durant le pogrom, pour ainsi dire. Mais ce que je voulais dire sur Abdelkader, il y a des choses dans Abdelkader que tous les petits Français, qu'ils soient gaulois ou issus de Kabylie ou d'Afrique subsaharienne, desquels ils peuvent s'inspirer. Mais il y a des grands Français qui ont même colonisé et desquels il faut s'inspirer. Quelqu'un comme Lyautey, colonisateur assumé, qui a sauvé le Maroc de la guerre civile et de sa grande dissolution, qui a construit le Maroc moderne. Quelqu'un qui était monarchiste et qui a pourtant servi admirablement la République. Voilà le réalisme. Enseignons nos enfants, pas le réalisme stupide, stérile d'un Macron, d'un Darmanin, qui se couche devant Ursula von der Leyen parce que c'est le réalisme du cynique, du Rastignac. Le réalisme de Lyautey, il dit « Je suis monarchiste, je sers des républicains que je méprise. Eh bien, je vais aller sauver une monarchie, restaurer la monarchie marocaine, au nom de la République. » Immense pied de nez à Clémenceau et républicain. Parce que Lyautey a sauvé l'islam du Maroc. Juste une anecdote. Les colons voulaient s'emparer des terres des Marocains. Et la plupart des terres des Marocains à l'époque, et encore c'est le cas aujourd'hui, sont des terres collectives, des terres de main morte, qui sont gérées par les mosquées, pour aller très vite. Les colons ont exigé de Lyautey, ils lui ont dit, on veut les terres des mosquées. Lyautey a dit non. Moi, j'aime l'islam des Marocains. Lyautey ultra-catholique, hein. Aujourd'hui, ce serait un catholique intégriste. Lyautey a dit, hors de question, moi je respecte l'islam. Pas touche aux terres des Marocains. C'est ce qui est... Et la République n'a pas fait ça en Algérie. Hein. En Algérie, elle a pris les terres des mosquées, les terres collectives, les terres tribales. Donc, moi, je suis ministre de l'Éducation aujourd'hui, j'enseigne aux Français Lyautey. Pas pour glorifier la colonisation, c'est pour glorifier la noblesse d'âme d'un Lyautey. Lyautey, on lui a dit en 1907, tu évacues Figuig. Figuig est une oasis, un territoire toujours disputé entre le Maroc et l'Algérie. C'est la frontière. C'est un oasis, donc il y a de l'eau, donc c'est une douane, un point d'étape commerciale, une caserne, ainsi de suite. Pardon. La France avait occupé Figuig quelque temps, et puis après elle s'est dit, j'en ai plus besoin, je la rends aux Marocains. Lyautey a reçu le télégramme depuis Paris, ils lui ont dit, tu rends Figuig. Lyautey a dit, je ne rends pas Figuig. Parce que les Marocains ici ont collaboré avec moi. Si je la rends, ils se feront massacrer par le sultan. Je n'obéis pas aux ordres. Moi, j'appelle ça un résistant. S'il y avait des gens comme Lyautey en 1940 en nombre suffisant, peut-être que les Allemands n'auraient pas atteint Paris. Peut-être que la collaboration n'aurait pas duré 4 ans. Tous les pays du monde, tous les êtres au monde ont besoin de gens comme Lyautey, d'Abdelkader. Je parle de noblesse d'âme. Et le problème de notre époque, c'est que les abrutis qui nous gouvernent et les abrutis qui nous influencent ne sont pas assez profonds pour aller dans ça. Le besoin, notre société est orpheline de valeurs. On n'a pas besoin de rappeurs aux dents dorées ou de traders comme M. Macron ou sa clique. Nous avons besoin de gens desquels nous inspirer. Voilà un programme éducatif valable pour un pays en bonne santé. Mais ce n'est pas le programme de M. Pape Ndiaye. Ce n'est pas le projet de M. Macron. Ils veulent vous détruire. Immigrés ou de souche d'ailleurs. Mais là-dessus, j'ai quand même un problème avec cette idée que notre gouvernement voudrait nous détruire. Parce que quand on regarde la réalité, c'est que quand les Français sont arrivés c'était d'ailleurs ce que disait le responsable algérien il y a quelques années, il y a un véritable génocide culturel avec la colonisation. Quand on apprend aux Algériens de nos ancêtres, les Gaulois, c'est quand même une manière de les faire disparaître. Et on n'a pas ce phénomène-là en France à l'heure actuelle. L'éducation est encore nationale, on apprend globalement l'histoire de France. Bah attendez, vous faites pire que la colonisation aujourd'hui. Pape Ndiaye fait pire. Il est en train d'apprendre à vos garçons que ce sont des filles. Encore vous, aux Algériens, vous avez dit qu'ils sont des Gaulois. Vous êtes en train de dire aux filles qu'elles sont des garçons. Le génocide, il a lieu aujourd'hui. Culturel. Je pèse mes mots. Revenons à l'Algérie. Vous n'avez même pas eu l'occasion de manipuler les Algériens parce que vous ne les avez même pas envoyés à l'école. Quand je dis vous, c'est pas vous, Julien, mais c'est... La France n'a pas éduqué les Algériens. La France ne s'est pas occupée des Algériens. Les Algériens n'ont pas été à l'école. Donc ils n'ont pas été contaminés. Les Marocains non plus, les Malgaches non plus, les Indochinois non plus. C'est d'ailleurs un des grands reproches que l'on peut faire à la colonisation, c'est qu'elle ne s'est pas occupée des peuples colonisés. Elle ne les a pas éduqués.
la grande alphabétisation, enfin le grand effort scolaire des colonies, aux colonies, a eu lieu très tard. Il a eu lieu très tard, après 1945. Donc, ne vous inquiétez pas. Les Algériens n'ont pas eu l'occasion d'être manipulés, d'avoir le bourrage de crâne, de croire qu'ils sont des Gaulois. C'est d'ailleurs ce qui leur a permis de se libérer. Parce que imaginez si vous avez eu une véritable symbiose entre les peuples. Les Algériens auraient eu le plus grand mal à se défaire de vous. Les décolonisations ont été relativement faciles, puisque la colonisation française n'a pas touché les peuples en profondeur. L'arabe est resté arabe. Le malgache est resté malgache. Le peul est resté peul, dans son village, dans sa misère. Donc, quand il a voulu se révolter, quand il a pu se révolter, il n'a pas eu de problème de conscience. Ce n'est pas le cas aux Antilles. Ce n'est pas le cas aux Antilles, en Guyane, Martinique, Guadeloupe, à La Réunion, où il y a eu des croisements génétiques, il y a eu les mariages mixtes, où il y a eu les races nouvelles, comme le mulatto, le mulâtre. Et là, c'est difficile de se rebeller. Vous avez remarqué qu'il n'y a pas eu de mouvement de guérilla, de décolonisation à La Réunion, ou même en Martinique, ou ailleurs. Donc l'Algérie a eu de la chance par rapport à la Martinique. La Martinique est française et le restera à jamais. L'Algérie a pu se libérer. Mais y a-t-il pas quand même un problème de respect? Et ça, c'est une question de Zhang Shooter sur le chat, parce que les cultures africaines telles qu'elles existaient avant la colonisation étaient tout à fait dignes de respect. Contrairement à ce qu'on pense, elles étaient à peu près au même niveau que les cultures européennes, ou du moins elles avaient une sensibilité différente par rapport aux Européens et aux Blancs. Et comme Clémenceau disait d'ailleurs, que la civilisation d'Angkor ne pouvait pas être inférieure à la civilisation française. C'est certain, c'est certain. Le problème, c'est que vous le voulez ou non, que nous le voulions ou non, le monde vit dans la logique de la domination. Les forts dominent les faibles. Et ces cultures-là, ces civilisations-là, pour aussi développer qu'elles l'étaient, elles étaient impuissantes face à la culture, à la civilisation européenne. Si elles étaient aussi belles et aussi sophistiquées que nous voulons le croire, elles auraient repoussé les colonnes françaises. Vous savez, la France a colonisé l'Afrique avec 2 fois rien, quelques milliers d'hommes. Hein. Ce n'est pas les Panzerdivision allemandes qui dévalent sur la Russie. Hein. En réalité, ces civilisations, elles étaient en stagnation. Encore que Clémenceau a cité, étaient disparues. En 1865-70, quand la France a commencé à prendre pied en Indochine. C'était déjà des ruines. Ce sont les Français qui ont redécouvert encore. Le peuple khmer était en train d'être remplacé par le peuple viet, et par l'Est, et à l'Ouest par le peuple thaï. S'il y a aujourd'hui un Cambodge et un Laos, c'est grâce à la France. Je ne défends pas la colonisation, je veux juste dire que si vous ne voulez pas vous faire coloniser, il ne faut pas être faible. Et souvent, ça ce sera mon dernier mot, très souvent, on se fait coloniser par plus abrutis que soi. Regardez, nous les Arabes, à Bagdad, les Mongols, des sauvages, ils nous ont détruits. Ils ont attaqué Bagdad, je ne sais plus, en 1250, mais si ma mémoire est bonne. Ils ont détruit ces sauvages. Ils ont détruit les bibliothèques. On s'en est pas relevé, nous. On s'en est pas relevé. Rome n'a pas été vaincue par les Grecs ou par les Perses. Rome a été vaincue par des sauvages. Il faut voir ce que c'était que les Huns. Le niveau 0 du développement. Il faut voir ce que c'est que l'Espagne, où je suis actuellement. De passage, l'Espagne d'avant les Visigoths, d'après les Visigoths, la dévastation qui a été commise par les Visigoths, mais c'est le fléau divin. Donc attention, le degré de sophistication ne veut rien dire. Vous pouvez toujours vous faire battre par plus faible que vous. Regardez, Cortés au Pérou, la dévastation Pérou, je ne sais plus, au Mexique, ça, je me confonds toujours avec le Mexique, la dévastation qu'il a fait, alors qu'il était largement inférieur d'un point de vue culturel aux grandes cultures qu'il a trouvées. Le message, il faut être fort. Sinon, on va pleurer comme des femmes, le pays, la culture qu'on n'a pas su défendre comme des hommes, malheureusement. C'est la loi de la nature, c'est la loi de l'histoire. Et là-dessus, c'est quand même une vision qui est très, très sombre et très, très pessimiste. On peut aussi penser que la leçon de l'histoire, c'est la rencontre des peuples. C'est oui. L'amour aussi, d'une certaine manière, de ne pas toujours être... par exemple, l'Algérie se pense toujours un petit peu comme en opposition avec la France, avec le Maroc, alors qu'en réalité, l'Algérien est un résultat d'une rencontre des civilisations, pour reprendre l'expression d'auteur. Est-ce que c'est pas une vision trop dure de penser toujours la domination? Par exemple, bien sûr. Allez-y.
Par exemple, quand on prend l'humanitaire à l'heure actuelle, l'humanitaire, c'est une manière d'apporter de l'amour aux gens sans les coloniser, en rompant cette logique de rapport de force, comme l'Union européenne. On n'est plus dans le rapport de force avec l'Allemagne, on est dans l'amitié. On est dans l'amitié. D'ailleurs, ils nous aiment. D'ailleurs, plus on se rapproche des Allemands, plus on leur donne les clés de la France, moins nous apprenons l'allemand dans les écoles françaises, et moins les Allemands apprennent le français. Ah, c'est magnifique, l'amour version Union européenne. Non, au fait, il faut bien comprendre ce que c'est que l'histoire humaine, l'humanité. Nous ne sommes ici-bas pour vivre dans une vie qui est tragique, et de temps en temps, dans notre tragédie, il y a des moments sublimes. Et tous les grands mouvements de l'histoire ont été précédés ou accompagnés de crimes. La Révolution française, c'est un crime de masse, c'est horrible. Ce qui s'est passé entre 1789 et 1802-1804 est horrible sur tous les plans. Tous les plans. Mais certains hommes et femmes, la providence, l'histoire, si vous voulez, le destin, ont fait qu'on en a tiré des choses qui sont très bonnes. Au final, ça a été positif. Mais ça a été un crime. Saint-Exupéry disait que l'esprit avec un E majuscule avance dans une flaque de sang, dans une immense tache de sang. Donc, il faut pas s'attendre à ce que le progrès de l'esprit humain, de l'humanité, se fasse dans un jardin d'Éden avec des petits anges ou des eunuques qui nous chantent la Traviata. Ça marche pas. Ça n'a jamais été comme ça. L'Espagne musulmane, dont on nous dit, attention, l'Andalous, la rencontre des cultures, l'amour fraternel, tout ça, c'était du matin au soir des problèmes ethniques entre arabes et berbères, entre musulmans, des pogroms contre les juifs et des discriminations du matin au soir contre les catholiques d'Espagne. Ça n'a pas empêché à l'Andalous, l'Alcazar, l'Alhambra, les orgies avec le vin rouge sur les bords du Guadalquivir. Malheureusement, l'homme européen, depuis 50 ans, il vit dans une parenthèse enchantée, dans un film Netflix où tout va bien. Non, l'histoire humaine n'est pas tranquille. Nous ne sommes pas dans un long fleuve tranquille. Enfin, vous dites, au début, il y a l'amour. Non, au début, il y a le viol. Au début, il y a le viol. L'amour vient après. La rencontre entre les peuples est souvent une rencontre violente. Souvent très violente. Demandez leur avis, enfin, c'est une figure de style rhétorique, aux victimes des pirates algériens dans la Méditerranée, s'ils ont été accueillis avec les fleurs à Alger. Toute l'histoire, regardez la relation franco-allemande. C'est la barbarie totale depuis des siècles. Le conflit est au cœur de l'humanité. Même le commerce. Aujourd'hui, on nous dit la mondialisation, l'OMC, mais ce sont des balivernes. Le commerce est une guerre. La Chine, aujourd'hui, nous met à poil. La Chine nous met à poil par le commerce, qui, selon nos chefs, est magnifique et plein d'amour. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut toujours être sur ses gardes. Malheureusement, nous ne vivons pas dans les mille et une nuits. Mais par exemple, c'est quand même aussi la question de qui a une volonté de dominer et qui commence. Parce que quand on regarde, par exemple, la colonisation par les Français de l'Algérie en 1830, on nous évoque toujours cette question des trafiquants d'esclaves. On oublie à quel point l'Algérie avait aidé la France, notamment en vendant du grain pendant la Révolution pour éviter la famine. Et qu'en fait, le fameux coup d'éventail que le bey d'Alger aurait infligé, on n'est même pas sûr si c'est vrai, à l'ambassadeur de France, c'est tout simplement parce que la France refusait de payer sa dette. Donc, est-ce qu'on peut quand même pas dire qu'avec la montée en puissance des États-nations suite au XVIIIe siècle, à la révolution militaire, l'Occident a une originalité par rapport au reste du monde d'être particulièrement prédateur et cruel? Non, je ne pense pas. Ce qui est certain, c'est que la colonisation de l'Algérie a été une immense bêtise. Immense bêtise. Malheureusement, imputée à la monarchie française. C'est un roi, Charles X, si ma mémoire est bonne, qui a commis cette immense bêtise qui nous a amenés à la situation actuelle. Immense bêtise. Et les régimes suivants ont continué à confirmer sa bêtise. Maintenant, bien sûr, l'histoire des grains, évidemment, c'est un prétexte pas du tout valable, évidemment, pour coloniser l'Algérie. La question aurait pu se régler de mille et une manières, comme le coup d'éventail, tout ça. Là, nous sommes d'accord. Au fait, l'Occident, sa grande originalité dans son mouvement expansionniste, me semble-t-il, c'est qu'il a servi le projet de la modernité. C'est-à-dire qu'il a dit à tous les peuples, vous ne pouvez plus vivre comme vous le viviez avant. Il y a un proverbe camerounais qui disait que là où passe l'homme blanc,
les choses changent à jamais. C'est vrai. Là où passait l'homme blanc, tout petit, tout frêle, tout fragile par rapport au choléra ou à la malaria, les choses changeaient à jamais. Les blancs ont amené la monnaie là où il n'existait pas, ils ont amené le travail salarié là où il n'existait pas, ils ont amené leur maladie là où il n'existait pas, ils ont amené le train, ils ont changé à jamais la vie des gens. Chez les Turcs, dans l'Empire ottoman, peu importait aux Turcs votre mode de vie. Les Turcs ne voulaient pas que vous changiez votre mode de vie. Ils n'en avaient rien à faire de vous. Hein. Ils voulaient que vous payiez les impôts par votre caïd, votre pacha, votre sultan ou autre. Chez les Perses, c'est pareil. Chez les Arabes, c'est pareil. Vous savez, les Arabes, nous sommes des colons, nous avons colonisé le Maroc notamment. Les Berbères ont continué à vivre à la berbère. Ils ont même gardé leurs coutumes, leurs droits du mariage, qui étaient contraires à l'islam jusqu'aux années 30, jusqu'aux années 1930, c'est-à-dire jusqu'à hier. Mais on leur a demandé tout simplement la soumission. Et on ne les a pas tellement modernisés que ça. Ils ont gardé leur mentalité, même leur langue. Avec l'Occident, vous avez cette espèce de dictature, de diktat. On vous oblige à rentrer dans la modernité. Ça, c'est vrai. Ça rend la question extrêmement, la colonisation occidentale extrêmement originale. Après, attention, la colonisation française n'est pas une colonisation occidentale comme les autres. Vous n'êtes pas des Britanniques. Vous n'avez pas génocidé les Indiens des Amériques. Les Américains l'ont fait. Les Anglo-Saxons l'ont fait. Vous n'avez pas castré les Namibiens. Les Allemands l'ont fait. Vous n'avez pas castré les Noirs. Les Arabes, nous, on l'a fait au Sahel. Nous avons pris les femmes comme des esclaves sexuels, les Noirs, les mâles, on les a castrés. Le général Bugeaud a quand même fait des enfumages dans les grottes d'Algérie. Il y a eu la mission Voué-Chanoine, il y avait la chicote en Afrique centrale. Bien sûr, non, mais c'est regrettable. Mais on n'est pas du tout au même niveau que le génocide des Indiens, des Amériques, qui n'existe plus. Il n'existe plus. Et vous avez une augmentation de la population algérienne, marocaine, sénégalaise, au terme de la colonisation. Il y a eu une chute au moment de Bugeaud, ça c'est évident. Et c'est un crime, il faut le dénoncer, il ne faut pas que ça se répète, évidemment. Mais quand vous prenez le point de départ et le point d'arrivée de la colonisation, les populations ont explosé. Et je vous dis, hein, l'islam continue, l'islam a été respecté, je parle du Maghreb, la France a continué à envoyer les musulmans faire le pèlerinage à la Mecque, elle n'a pas converti de force les musulmans, on n'est pas chez les jésuites espagnols au Paraguay ou au Brésil qui prenaient les Portugais au Brésil qui prenaient les Indiens au lasso, qui leur disaient tu deviendras chrétien, sinon je te découpe en morceaux. On n'est pas dans cette logique-là. On n'est pas chez les Portugais non plus, qui ont une colonisation très dure. On n'est pas chez les Hollandais. Il faut voir ce qu'ils ont fait en Indonésie. On est je ne dis pas qu'on était dans une cour de récréation. C'était très dur. Mais il y avait une originalité française. D'accord, mais il y a quand même quelque chose qui rend plus grave la colonisation française. C'est que nous l'avons faite alors que nous sommes la patrie des droits de l'homme. Oui, bien sûr. Et à ce niveau-là, à la limite que les Anglais ou que les Américains se comportent mal vis-à-vis des populations, ils n'ont jamais écrit les droits de l'homme. Nous, la France, nous avions la vocation au XIXe siècle d'être un petit peu le flambeau de la liberté dans le monde. Et à ce niveau-là, peut-être que notre responsabilité est encore plus forte que des cyniques anglo-saxons. Vous savez, les anglo-saxons, ils ont interdit la traite des esclaves au XIXe siècle. Hein. Ils étaient aussi cyniques que vous. Hein. Ils étaient aussi hypocrites. Les Américains qui condamnaient la colonisation, ils ont quand même colonisé en douce, les Philippines, hein, avec des grands massacres, notamment en 1902. Ils ont colonisé Cuba. Ils ont colonisé la République dominicaine. Je vous concède tout à fait le point. La France a été hypocrite, évidemment. D'ailleurs, tous les pays sont hypocrites. Est-ce que la France d'aujourd'hui n'est pas hypocrite? Aujourd'hui, on nous dit les droits de l'homme. Je vous rappelle qu'on a été enfermés comme des rats, comme des lapins pendant le Covid, pendant 2 ans. Où étaient les droits de l'homme pendant les 2 dernières années là? Pendant le confinement, où étaient les militants des droits de l'homme? Je ne les ai pas entendus, moi. On nous a piqué avec des injections expérimentales. Je n'ai pas entendu, moi, les ONG des droits de l'homme s'indigner de ça. Hein. Donc, il s'est passé la même chose au 19e siècle. On a dit les droits de l'homme et on a fait le contraire des droits de l'homme aux colonies. Ça, c'est évident. Juste un point. C'est très intéressant, ça. C'est vraiment l'âme humaine. On est un peu fous. Tous les êtres humains sont fous parce que nous gérons très bien les contradictions. Enfin, nous vivons avec sans problème. Les indigènes qui venaient en France étaient mieux traités en France qu'aux colonies. Nous avons plusieurs lettres d'étudiants indochinois qui disent « Mais en France, à Paris, mon prof de la Sorbonne, il m'invite chez lui. Je connais ses filles. On va au dancing, c'est-à-dire les night clubs. On va au café. Je monte dans le même bus que le français à Paris.
pas à Saigon. Vous aviez l'apartheid colonial, vous aviez l'humiliation H24, 7 jours sur 7 du colonisé aux colonies. En France, en métropole, vous aviez un autre régime. Vous aviez les droits de l'homme. C'est ça. Les gens sont fous. La République était folle. Et elle est folle. C'est comme ça. Mais d'une certaine manière, est-ce que la colonisation ne corrompt pas l'âme du colonisateur? Par exemple, c'est Foucault qui a inventé la notion de boomerang de Foucault, en disant très souvent, vous parliez d'injection expérimentale. Guillaume Lachenal a écrit un très bon livre sur le médicament qui devait sauver l'Afrique. On a fait énormément de tests de médicaments en Afrique. Et est-ce que d'une certaine manière, c'est pas comme la colonisation n'est pas une forme de laboratoire? Un exemple typique, les empreintes digitales, c'est quelque chose qui a été inventé dans l'Empire colonial. Et une fois que ça a été bien expérimenté, on l'a appliqué aux populations françaises, tout comme la violence policière pendant la guerre d'Algérie. Tout comme là la violence policière pendant la guerre d'Algérie, qui s'est répandue vers la métropole. Ouais. Sur ce point-là, je pense que la violence policière, elle existait en France bien avant. Moi, mon propre grand-père marocain de l'armée de terre a été envoyé à Lille pour casser la gueule aux communistes en 1947. J'ai son dossier militaire. Et là, on est bien avant la guerre d'Algérie et tout ça. Un État est toujours une bête immonde, une bête froide. Il ne faut jamais faire confiance à un État. Et il pourra toujours se retourner contre son peuple. Il n'a pas besoin des colonies pour ça. En fait, ce qui s'est passé aux colonies, c'est que c'était des grands laboratoires de toutes les nouveautés, les bonnes et les mauvaises. Le Maroc a été un énorme laboratoire de l'asphalte, du goudron. Parce qu'il fallait faire des routes, il fallait le faire vite, et l'IOT a dit « je veux le meilleur ». Donc il a amené l'asphalte, le macadam, voilà, c'est le macadam. Le Maroc, l'Algérie aussi, pardon pour la bataille rangée entre chiens dans le quartier. L'Algérie, le Maghreb en général, le Maroc a été un laboratoire de l'urbanisme dans les années 1910, 20, 30, parce qu'il fallait aérer les villes, il fallait faire des villes modernes, et on n'avait pas le foncier à Paris. On n'avait pas la place. Nous avions les pesanteurs de Paris, de la France bourgeoise, des sous-préfectures, de la bureaucratie. Aux colonies, vous avez plus de facilité, parce que vous aviez des préfets ou des gouverneurs coloniaux qui étaient des véritables vice-rois. Ils avaient une grande latitude. Donc, ils ont fait des grandes villes, des quartiers magnifiques. Vous aviez des nouveautés, enfin des laboratoires de médecine tropicale. On a inventé le vaccin contre la peste aux colonies, pas à Paris. Et bien entendu, il y a eu des innovations policières, très certainement. Je veux dire qu'aux colonies, les gens qui étaient dynamiques, ils pouvaient se libérer du carcan parisien, franco-français, pour aller expérimenter des choses nouvelles. L'agriculture méditerranéenne, la clémentine, le fruit a été inventé en Algérie. Oui, c'est une aventure humaine, avec son côté négatif, son côté positif. Mais ce que je veux transmettre, c'est que même dans le pire des naufrages, les gens bien, les gens valeureux, les gens dynamiques, les aventuriers tireront leur épingle du jeu. Et ils parviendront à innover. C'est ça ce qui s'est passé aussi aux colonies. D'accord. Mais donc, je regardais s'il y avait des questions du chat. Est-ce que vous ne pensez pas quand même qu'il y a un mal très profond qui a été fait au peuple colonisé, qui se fait sur la durée? Parce que vous dites très peu d'Européens ont pu coloniser l'Afrique, quelques milliers, mais c'est aussi parce qu'il y avait eu 4 siècles d'esclavage avant, et que l'Afrique avait été saignée à blanc par la traite des esclaves, d'abord portugaise, puis française, puis anglaise, ce qui fait que les populations ne pouvaient pas résister aux envahisseurs. Je vous renvoie l'argument. À ce moment-là, il faut empêcher toute immigration depuis l'Afrique. Il faut inviter Madame Hidalgo et les ONG à déporter les Africains qui arrivent à Lampedusa. Puisque c'est la saignée de l'Afrique, puisque l'Afrique nous donne ces jeunes entre 14 et 25 ans. C'est ça, c'est ceux qui arrivent aujourd'hui. Je reprends l'argument, à ce moment-là, il faut interdire l'immigration. Si on dit que... vous voyez ce que je veux dire? Ce qui s'est passé en réalité, c'est que l'Afrique s'est auto-saignée elle-même. L'Afrique s'est affaiblie elle-même. Je veux dire, l'homme blanc n'a pas pu pénétrer en Côte d'Ivoire ou en Guinée. Il a gratté un tout petit peu les plages. Sierra Leone, Libéria, Conakry, un peu le Sénégal, la baie d'Abidjan, parce qu'il ne pouvait pas physiquement rentrer dans la savane parce qu'il mourait. L'Afrique occidentale est infranchissable. Il y a une barrière biologique, forestière,
bactériologique qui va du Sénégal jusqu'au Angola. C'est l'Africain qui a vendu l'Africain. C'est l'Africain qui a vendu l'Africain aux Portugais. Ce n'est pas le cas dans l'Afrique de l'Est, où il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de barrière de relief, il n'y a pas de barrière forestière bactériologique, et l'homme arabe a pu rentrer jusqu'au Congo. Il a pu arriver jusqu'au Grand Lac, jusqu'au Rwanda, pour prendre des esclaves. L'homme blanc n'a fait qu'effleurer l'Afrique. L'arabe, lui, il a aussi pris les esclaves directement via l'intérieur du continent, via le Mali, via la Centrafrique, via le Soudan, via le Tchad. Je ne veux pas... ce que je veux dire par là, c'est que, vous savez, le Japon s'est relevé après Hiroshima et Nagasaki. L'Allemagne s'est relevée après le bombardement de Dresde et le nazisme. Je veux dire, arrêtons de trouver des excuses. L'esclavage est horrible, effroyable. Il a certainement coûté très cher à l'Afrique, mais l'Afrique est parfaitement capable de se relever. S'il ne se relève pas, c'est de sa faute aujourd'hui. Et en tant qu'Africain moi-même, j'invite mes amis africains à faire leur autocritique et à se dire pourquoi ils ne se relèvent pas. Parce que si les Japonais, les Coréens, les Allemands se sont relevés, les Vietnamiens sont relevés, les Africains sont parfaitement capables de se relever. Mais je vais vous dire que je comprends vos arguments, mais ça me met un petit peu mal à l'aise. Je me rappelle par exemple Madame Taubira. Lorsque, au début des années 2000, il y avait eu la loi contre la négation de l'esclavage comme crime contre l'humanité, la question lui avait été posée de pourquoi ne pas intégrer dans ce texte de loi la traite arabe. Elle avait répondu que l'objectif était de ne pas stigmatiser un enfant d'origine arabe dans une classe française qui, forcément, est dans une situation de victime systémique face au racisme, etc. Là où, par contre, insister sur la pratique de l'esclavage par les Blancs, comme le Blanc est dans la société française en position de force systémique, ce n'est pas un problème. Donc, Madame Taubira veut stigmatiser l'homme blanc. Heureusement, elle aurait pu le dire. Il est en position de force, donc il peut se le permettre. Ah oui, moi, je suis désolé, moi je suis un humaniste, je ne suis pas dans la stigmatisation. Moi, je ne veux stigmatiser personne, à part les criminels et les délinquants. Voilà. Moi, je ne veux pas stigmatiser. Je suis un humaniste, je ne suis pas un nazi. Moi, on m'a dit qu'il n'y a que les fascistes et les nazis qui stigmatisent les gens, qui les essentialisent. Bon, donc, je renvoie Madame Taubira à sa doctrine. Moi, je ne veux pas stigmatiser ni les Arabes, ni les Blancs, ni quoi que ce soit. Je suis un humaniste. Et la France m'a appris l'humanisme. Elle l'a appris à mon peuple. D'ailleurs, vous nous avez colonisés. Je vous renvoie un peu l'argument, la perche, pour nous humaniser, pour nous amener l'humanisme, les droits de l'homme. Donc, si nous avons bien lu vos manuels, votre Bible, si nous avons bien lu Jules Ferry, tout ça, il n'y a pas de place à la discrimination contre un collectif, contre un peuple. Et ça m'avait échappé que l'homme blanc était en position de force. Moi, je ne pense pas que quelqu'un qui vit dans un 2 pièces miteux dans Paris et qu'il paye 1 000 € par mois soit en position de force. Pour moi, c'est une victime. Je ne pense pas que quelqu'un qui paye le café à 2,50 € en France soit en position de force. Pour moi, c'est une victime. Je ne pense pas que quelqu'un qui subit 120 agressions par jour, qui vit dans un pays où il y a 120 agressions à l'arme blanche par jour, soit en position de force. Je ne pense pas que quelqu'un qui subisse l'inflation aujourd'hui soit en position de force. N'est en position de force que la clique de Madame Taubira, l'oligarchie. Cette élite-là, eux, ils sont en position de force. Ces gens-là vivent de nos impôts, ils ont des salaires de ministres ou d'anciens ministres, ils ont leur immunité parlementaire pour certains, ils nous donnent des leçons toute la journée, ils vont à France Inter, nous on n'y va pas. Donc c'est eux qui sont les possédants, c'est eux les puissants, nous sommes les faibles. Donc ils ne vont pas nous stigmatiser, ils ne vont pas nous la faire à l'envers. C'est eux qui sont les dominants, c'est eux qui profitent de la situation. Donc oui, il faut être un peu, il ne faut pas qu'on soit naïf. Hein. Après je lisais par exemple les travaux d'une géographe de l'alimentation américaine, Amy Trauger, qui commençait son ouvrage sur l'alimentation en disant que l'ensemble de nos systèmes alimentaires étaient impérialistes et héritiers de l'impérialisme. Par exemple, la banane. Pourquoi dans certains pays, la banane va venir de telle origine et va être moins chère, alors que dans d'autres pays, elle va venir d'une autre origine. En réalité, elle montre que c'est lié aux héritages des réseaux coloniaux. Donc même quelqu'un qui n'a pas le sentiment d'être dans une position de force parce qu'il vit dans des conditions pas forcément faciles comme vous l'évoquez, il mange une banane et ce faisant, il est héritier de l'empire colonial. Mais là, à ce moment-là, on va dire aux 200 millions de musulmans qu'il y a en Inde qu'ils sont héritiers de la colonisation musulmane et qu'ils doivent devenir hindouistes. Enfin, c'est la recette du désastre. On va aller dire aux Javanais d'abandonner l'islam parce que c'est l'héritage de la colonisation islamique et de redevenir je ne sais quoi bouddhiste ou je ne sais pas ce qu'ils étaient avant. On est chez les fous là.
On va demander à un Norvégien qui n'a colonisé personne. Les Suédois n'ont colonisé personne. Les Danois n'ont colonisé personne. Oui, qui mange une banane, on va lui dire que de ne pas la manger. Et à ce moment-là, on va dire aussi à l'Africain qui reçoit la pénicilline gratuitement de ne pas la prendre, parce que c'est l'héritage colonial, parce que ça marche dans l'autre sens. Moi, j'invite Madame Taubira et toute cette classe-là d'intellectuels, si on veut décoloniser, qu'on le fasse vraiment à fond. On prive l'Afrique de la pénicilline. Après tout, c'est de l'appropriation culturelle. On prive l'Afrique de l'eau de Javel. Ok, enfin, je dis ok, je réfléchis par l'absurde. Ces gens, mais tout est le fruit d'échanges culturels. Les Marocains boivent du thé, Atiaï, qui vient du Kataï, l'ancien nom de la Thaïlande. Et le Marocain a appris le thé sur le tard, au XVIIIe siècle, grâce aux marchands anglais qui voulaient coloniser la Thaïlande. Ils avaient colonisé déjà Singapour, ils s'étaient déjà installés en Thaïlande. Est-ce que les Marocains vont changer de régime alimentaire parce que le thé qu'ils boivent vient d'un étage colonial? Non, mais on est chez les fous. Marrakech, ville magnifique malgré les arnaques. Marrakech, barre de fraction, Arnakech. Je le dis aux autorités touristiques marocaines, je dis, chers amis, s'il vous plaît, soignez ce beau joyau marocain qui, malheureusement, qui a une mauvaise réputation à cause d'une ultra-minorité d'arnaqueurs. Marrakech, c'est le fruit, en partie, de l'exploitation coloniale du Maroc, du Mali. Rappelez-vous, au XVIe siècle, XVIIe siècle, le Maroc a contrôlé le Mali, Gao, Tombouctou. On priait dans les mosquées de Gao, Tombouctou, pour le sultan du Maroc. Et un des sultans du Maroc s'appelle Mansour Dehbi, le vainqueur doré. Dehbi, Deheb, l'or. D'où venait l'or? Du Mali. Est-ce qu'on va démanteler les palais de Marrakech pour les renvoyer au noir du Mali? On est chez les fous. Est-ce qu'on va décoloniser l'Espagne? Je suis en Andalousie cette semaine. Est-ce qu'on va dynamiter l'Alhambra? Parce que de quel droit? D'où parlent, je vous renvoie à la question, d'où parlent les Andalous pour avoir des éliges arabes? Ils ne sont pas musulmans, ils ne sont pas arabes. Après tout, ils devraient dynamiter l'Alhambra. Pourquoi pas? Vous voyez, on est chez les fous. Il faut accepter le monde tel qu'il est et tous ces gens-là qui vous parlent de décolonisation, tout ça, de régimes alimentaires, je ne sais quoi, ils veulent fuir leurs responsabilités. Cette géographe, aujourd'hui américaine, elle devrait, au lieu de nous embêter, pour ne pas dire autre chose, sur les régimes coloniaux, elle devrait s'occuper du régime alimentaire des Américains qui sont en train de crever à cause du sucre. C'est ça son job. C'est ça son job. C'est pas de nous dire la banane, on s'en fiche de la banane. Vous voyez, ces gens veulent fuir, ils veulent s'échapper de nos responsabilités. Parce que c'est très difficile d'aller contre le lobby du sucre aux États-Unis. C'est beaucoup plus facile de dire que l'homme blanc a ramené la banane depuis la Guyane. Mais on s'en fiche. Même le noir s'en fiche. Vous croyez que les Africains, ils en ont quelque chose à faire le monde veut devenir riche. Le monde veut devenir heureux. Les gens veulent se reproduire. Les gens veulent vivre et veulent consommer. Ils n'en ont rien à faire de ces débats de géographes ou d'intellectuels qui essayent de connecter les choses qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. Alors, je vais prendre pas un intellectuel, mais un rappeur, justement Nesville, qui est un rappeur français. Comment il s'appelle? Nesville. C'est un rappeur français d'origine marocaine. Il avait sorti un titre, ça remonte déjà une quinzaine d'années, qui s'appelait « Rendez-nous Marrakech, on vous rendra Barbès ». Au moins, lui, il est honnête. Qu'est-ce que ça vous inspire, cette... j'adore. J'adore l'honnêteté. Moi, j'adore l'honnêteté. Lui, au moins, je le salue, Nesbil. S'il m'entend, je lui dis salam alaikum. Au moins, lui, il est honnête. Au moins, lui, il met le débat tel qu'il est aujourd'hui. C'est-à-dire, vous avez aujourd'hui une colonisation de la France par une immigration de masse qui se voit comme une colonisation. Voilà, ça c'est sûr. Lui, au moins, il est honnête. Ce que je peux vous dire, c'est que il n'y a jamais eu il n'y a jamais eu plus de 3 à 5% de Français au Maroc. Au summum de la colonisation du Maroc, il y a eu grand maximum 5% de Français au Maroc. Aujourd'hui, en France, vous avez déjà 10 millions de musulmans. En termes de culture musulmane. Des gens de culture musulmane. On ne sait pas si ils sont musulmans. Oui, d'accord. Très bien. D'origine maghrébine, africaine, d'origine venant du monde musulman. Vous avez 10 millions. C'est 10 fois plus que ce qu'il y avait en Afrique et au Maghreb durant la colonisation. C'est inédit. Là, le Marrakech, même s'il y a, je ne sais pas, peut-être 30 000 Français là-bas, dont beaucoup de Corses, qui, me dit-on, tiennent le milieu local, me dit-on, je ne sais pas, je suis pas dans les... Il n'y a pas trop de contact dans la police marocaine, ni dans le milieu corse, ni dans le milieu marocain. Je ne fréquente plus les boîtes de nuit depuis un certain temps. Même Marrakech, la présence française, elle est epsilonesque.
la présence immigrée en France aujourd'hui, elle est fondamentale. Elle est beaucoup plus forte que durant la colonisation française, d'un point de vue démographique. Je continue la formule de ce rappeur. Il ne l'a pas dit, mais je pense qu'il le pensait. Ce qu'il y a eu chez nous au sud de la Méditerranée, chez les Noirs et chez les Arabes, c'est une révolution morale, culturelle, intellectuelle. Moi, le Marocain, je ne porte pas la djellaba. Je n'ai pas la barbe. Je parle en français. J'ai été changé à jamais par la colonisation. À jamais. L'Algérien, évidemment. Le Sénégalais, l'Ivoirien. Vous, ça va vous arriver. Vous n'êtes qu'au tout début. Parce que nous avons changé. Nous avons adopté votre culture. Pas toute votre culture. Nous avons adopté beaucoup de choses que nous avons copiées, que vous avez imposées, peu importe. L'état de droit, la démocratie ou la dictature. On a copié ça. Parce que nous n'avions pas de dictature chez nous. Nous avions la tyrannie. Vous nous avez appris la dictature militaire, avec le parti unique, tout ça. Nous avons copié de vous les lois, la séparation des pouvoirs, l'administration, les préfectures, les timbres, les impôts. On a tout copié. On n'a pas tout pris. On n'a pas pris la religion. On a pris beaucoup de choses. Vous n'avez rien pris de nous. Rien. Le couscous, les merguez. Très peu. Là, avec l'immigration, vous allez changer. Vos paysages vont changer. L'architecture française va changer. Parce que les enfants des immigrés, ils ne vont pas construire du haussmannien. Ils vont construire de l'arabe, de l'africain. Là, vous êtes au tout début d'un grand changement. Il va vous arriver ce que vous êtes arrivé à nous. La langue française va changer. Elle va s'arabiser, elle va s'africaniser, c'est certain. C'est évident, c'est écrit à l'avance. La cuisine française va changer. Votre régime politique va changer, parce qu'on ne gouverne pas des Arabes et des Noirs et des Africains comme on gouverne des Gaulois. C'est évident, c'est sûr. La laïcité est morte. Elle ne se rend pas compte, elle est morte. Elle attend son liquidateur et ceux qui vont rédiger la constitution de la prochaine République française, qui sera évidemment multiconfessionnelle, voire multiculturelle. Je le déplore, mais c'est comme ça. Donc ce rappeur a raison, mais il ne se rend pas compte. Vous allez être transformé à jamais comme ce qui nous est arrivé. Mais d'une certaine manière, c'est aussi un moyen d'être unis dans la diversité. Quand vous parlez de la laïcité française, mais c'est une valeur qui n'existe pas dans l'intégration européenne, dans le droit européen. Donc, est-ce qu'on ne peut pas dire que cette transformation de la France permettra aussi d'arriver à la création d'un ensemble européen uni qui tournera la page sur le passé de domination? Puisque je me rappelle, alors je ne vais pas citer un rappeur, mais c'est un ancien ambassadeur, Pierre Buller, qui disait dans son livre La puissance au XXIe siècle que la puissance de l'Union européenne, c'est la négation de la puissance. C'est peut-être une manière de sortir de cette vision tragique de l'histoire. Sortir de l'histoire, ça c'est sûr. Là, on va y arriver. Hein. Ça c'est sûr. On va devenir la Bulgarie insignifiante ou la Belgique insignifiante. Voilà. On est en train de sortir de l'histoire. Là, on est en train de perdre notre complexe militaro-industriel vendu à la pièce aux Américains. On a perdu l'aéronautique, donnée à Airbus, donc aux Allemands. On a perdu le nucléaire. On a perdu l'excellence académique. On a perdu les maths. On est devenu des buses en maths, alors qu'on était le pays des maths avec la Russie. Sortir de l'histoire, ça c'est certain. Là, cet ambassadeur a raison. Pour ce coup-là, chapeau l'artiste, la mission sera accomplie. Les barbares, les vandales auront gagné. On va sortir la France de l'histoire, c'est très bien. La page sera tournée. Évidemment, la page sera tournée avec l'Europe d'un côté, l'immigration de masse. La page de la France sera tournée. On rentrera dans une autre époque. Je déplore, mais ça c'est sûr. Le problème, c'est que quelle Europe on construit? Quelle Europe on construit? Est-ce une Europe européenne? Pas du tout. Nous construisons l'Europe des kebabs. Oui, on est en train de faire Schengen, le marché unique, tout ce machin, pour pas dire autre chose, pour faire l'Europe des kebabs. Enfin, il faut se balader en Europe. Dans toutes les villes d'Europe, des moyennes aux grandes, vous avez la kebabisation de l'espace public. Le kebab en tant que tel est une insulte. Moi, je serais le maire de Cologne ou le maire de Paris, mais j'interdis les kebabs chez moi, comme j'interdis les McDonald's et les Burger King. L'Europe est devenue une espèce de hall de gare, mais de hall de gare de seconde zone. C'est même pas le hall de gare de Singapour ou de l'aéroport de Dubaï. On est devenu une espèce d'urinoir public où tout le monde vient uriner. Et l'Europe se couvre du pire du monde arabe, le pire de l'Afrique, le pire de l'Asie, le pire de Bangladesh. Cette Europe-là, oui, elle risque d'advenir. Moi, je n'y vois pas du tout un progrès. Enfin, si c'est ça le projet européen, il ne fallait pas nous emmerder, pour parler franco. Il ne fallait pas nous emmerder avec tout le projet européen. Il fallait laisser les Allemands prendre le pays, puis ouvrir. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Pas la peine de philosopher, de nous dire les référendums.
Si c'est ça le projet, il faut juste aller prendre une pile de cyanure et puis le reste sera fait. Je veux dire, on n'a pas besoin de faire tout ce Bataclan, tout ce bruit autour du projet européen, si c'est ça le projet européen. Malheureusement, on nous a menti, il y a eu tromperie sur la marchandise. La véritable Europe qu'on nous avait promis n'est pas celle-là. C'est l'Europe de la puissance, l'Europe européenne. Cette Europe-là, ils ne veulent pas la faire. Alors là-dessus, sur le kebab, moi il m'arrive parfois d'en manger des kebabs, et je me rappelle, c'était Martine Aubry qui disait qu'elle s'emmerdait dans les villes où il n'y avait que des blancs, parce que c'est quand même une richesse. Quand on descend au coin de la rue, on peut manger à sushi, on peut manger à kebab, on peut manger indien, et c'est une question de champ d'eau du Tchad. Que pensez-vous du multiculturalisme? Est-ce que c'est une richesse culturelle ou une multiconflictualité? Le multiculturalisme est un cancer. C'est un anesthésiant, c'est un poison. Tu le donnes à ton ennemi. Si tu veux tuer ton ennemi, soit tu lui coupes la tête, comme le fait Daesh, soit tu lui mets une dose de multiculturalisme. Il finira par se désintégrer. Voilà ce que je pense du multiculturalisme. Et Madame Martine Aubry, moi je m'emmerde dans les villes où les gens comme Martine Aubry sont aux commandes. Parce que ces gens-là, ils nous privent de notre droit, qui est celui du droit au dépaysement. Qu'est-ce que c'est que le tourisme? C'est d'aller chez autrui, se sentir chez autrui, dépaysé, à l'étranger, durant une semaine, 2 mois, 3 mois, et revenir chez soi, se sentir chez soi. Qu'est-ce que c'est que le voyage? C'est l'expérience d'autrui, avec le retour chez soi. Le problème, c'est que vous, les Français, vous êtes toujours en voyage, même pour aller acheter un sandwich. Vous êtes à Bamako, à Paris, vous êtes à Grozny, à Lyon, vous êtes à Istanbul, à Strasbourg, vous êtes à Rabat ou à Marrakech, dans le 18e, ou à Montpellier. On vous prive du droit au dépaysement. Et pire, on vous prive du droit à vous sentir chez vous. C'est une violence qu'on vous fait, que vous font les gens comme Martine Aubry et toute cette caste qui pense comme elle. Parce que le droit à se sentir chez soi, c'est un droit de l'homme essentiel. Essentiel. Tous les peuples du monde se sont battus pour ça. Tous les peuples du monde y ont droit, sauf vous. Oui, mais d'un autre côté, nous pouvons gagner autre chose avec la créolisation. Parce que quand on regarde, si on veut une France indépendante, si on veut une France souveraine, c'est par exemple ce que dit M. Mélenchon, la force de la France qui va nous permettre de peser au XXIe siècle, et c'est une question d'Evelyne OXF, c'est que nous sommes présents sur 4 continents avec nos outre-mer. Donc, si brutalement on ferme toutes les écoutilles, on se dit on est chez nous en France et mort à la créolisation, ben, ça veut dire qu'on va devenir une grande Suisse, un Portugal, qu'on va sortir de l'histoire, là pour le coup. En fait, le débat, c'est pas fermeture, ouverture. Le débat, c'est la puissance. C'est comment on obtient la puissance. Si vous arrivez à me convaincre qu'en vous créolisant, vous allez devenir plus fort que les Américains, que les Chinois, bon coup, je suis là-dedans. Malheureusement, je constate que plus vous créolisez, plus vous vous appauvrissez. Je signale que le déficit commercial de la France dépasse les 120 milliards d'euros. Je signale que l'industrie française est partie. Je signale que l'hôpital public français est parti. Je signale que les trains en France commencent à dérailler. Je signale que l'agriculture française n'est plus autosuffisante. Voilà, moi je veux bien tout. Mais le débat, c'est la puissance. On a perdu de vue ce qui est important. On s'en fiche de fabriquer des Beyoncé ou des Kardashian à la chaîne. C'est bien pour les films X et pour MTV. Mais la vie, c'est pas les films de cul et MTV. La vie, c'est la puissance. Comment on nourrit les Français? Comment on fait qu'ils puissent se permettre un deuxième porte-avions Charles de Gaulle? Il faut du PIB. Il faut créer de l'argent. Or, on ne crée plus suffisamment d'argent pour prétendre être une puissance qui siège aux Nations Unies comme un membre permanent. C'est ça le débat. Monsieur Mélenchon ne m'a pas convaincu, d'ailleurs il n'est même pas convaincu lui-même, que la créalisation donnera plus de puissance. Et d'ailleurs, il se ment à lui-même. Ce n'est pas la créolisation qui va avoir lieu, c'est l'africanisation et l'islamisation. On n'est pas en train de se mélanger aux Brésiliens, là. On n'est pas en train de se mélanger aux Thaïlandais. On est en train de se mélanger aux Maghrébins, aux Africains. Donc, la créolisation est encore un faux ami, un mot piège pour nous faire oublier la réalité. La réalité, c'est que la France s'africanise, s'islamise. Assumons-le. C'est ça le débat. Est-ce que l'africanisation de la France, l'islamisation, va nous rendre plus puissants? Je vous donne la réponse. Elle vous rendra plus faibles, pour une raison très simple. On ne peut rien attendre de la rencontre de 3 grands malades, 3 grands corps malades. Le corps malade français, qui a ses problèmes, propres à lui. Le grand corps malade maghrébin, qui est une civilisation malade, qui n'arrive pas à se développer, à créer de la valeur, à créer de la richesse, malgré le pétrole algérien et le pétrole libyen.
et du grand corps malade africain qui est complètement sidéré, qui n'a pas encore absorbé la modernisation. Je m'excuse. Avec l'immigration, avec la créolisation de M. Mélenchon, nous créons une espèce d'hospice, une salle de soins intensifs où vous mettez 3 grands corps malades. Vous n'allez recueillir que les complaintes, que les gémissements, l'agonie de ces 3 civilisations mourantes. Je ne pense pas que ce soit un projet de développement, ça. Mais ce que je ne comprends pas dans votre raisonnement, parce que vous avez cité par exemple le décrochage de l'hôpital français, dont il est vrai qu'au début des années 2000, il était classé le premier au monde par l'OMS, et maintenant on doit être à peu près au niveau de l'école française. Mais quand vous regardez les hôpitaux au moment du Covid, eh bien, on a vu que le personnel soignant dans les urgences, les ambulanciers, ce sont souvent des gens issus de l'immigration. C'est-à-dire que d'une certaine manière, si le pays tient, c'est grâce à ces gens-là. Et sinon, la France se serait effondrée depuis longtemps. Ah oui, mais ça, attendez. Alors là, très bien, très bonne remarque. Essayons de déplier ce papier mâché, ce papier en boule, cette boule de papier. Essayons de la déployer pour voir vraiment de quoi il s'agit. Est-ce que vous trouvez éthique de priver l'Algérie de ses médecins et le Bénin de ses infirmières? Vous croyez que les Béninois, ils ne veulent pas avoir leur professeur de médecine au Bénin? Et les Algériens ne veulent pas avoir le prof de médecine chez eux pour les soigner en Algérie? C'est quoi cette affaire-là d'immigration choisie, de ce supermarché, d'aller choisir les meilleurs d'entre nous au sud et de les ramener en France? Qui a payé la formation en médecine des cardiologues algériens qui travaillent à la Pitié? C'est l'Algérie. Ce sont les veuves et les orphelins d'Algérie. De quel droit la France les embauche chez elle? Là, je vous provoque un peu. Vous voyez où on va, si on est vraiment sérieux. C'est ce que fait le Canada. Le Canada est un grand criminel devant l'éternel. Ce pays prive les pays du tiers-monde de leurs meilleures élites. Il les prive de leurs médecins. Moi, je veux que les Algériens soient soignés, que les Béninois soient soignés chez eux. Voilà. Que les Marocains soient soignés, et ainsi de suite. Deuxième chose, les immigrés en première ligne. Vous aurez pu dire qu'ils sont aussi en première ligne pour nettoyer les rues. Même dans la police, maintenant, vous avez des immigrés. Pardon, j'ai fait tomber le téléphone. Dans l'agriculture, vous avez des immigrés. Dans la restauration, vous avez des immigrés. Moi, ça m'inquiète. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le peuple français ne travaille plus. C'est ça le vrai débat. Qu'est-ce qui s'est passé pour que le peuple français refuse de travailler? Et j'irai même plus loin. Qu'est-ce qui s'est passé pour que les immigrés de 3e, 4e génération ne travaillent plus ou refusent de travailler? Là, pour le coup, je généralise comme Mme Taubira, je vais vite. Observez ce qui se passe autour de vous. Qui vous sert dans les cafés en région parisienne ou à Lyon? Ce sont des Kabyles venus la veille, des Marocains venus la veille. Moi, je discute beaucoup avec les éboueurs du 92. Ce sont des Marocains arrivés il y a 5 ans. Des éboueurs des villes du 92 que je ne citerai pas. Je bois des cafés avec eux. Ce ne sont pas des Marocains nés à Gennevilliers ou à Sarcelles. Ce ne sont pas des Français de papier. Ce sont des gens arrivés hier. Vous avez aujourd'hui, on a grand remplacé même les immigrés. Vous avez une énorme immigration de travail qui vient aujourd'hui, souvent illégale, pour prendre des jobs que ni les Français de souche ni les immigrés veulent faire. La question à se poser, c'est pas que l'immigration est une chance pour la France ou que le pays s'effondrerait sans immigration, c'est pourquoi, bon sang, pourquoi l'économie française dégoûte les Français, qu'ils soient de papier ou issus de l'immigration ou de souche, pourquoi les dégoûts du travail? C'est ça la question. Parce que sinon, on va continuer à mettre toujours plus d'immigrés dans le pays, à amener les immigrés jusqu'au jour où il y aura un grand crash financier et on n'aura plus rien à manger, ni à faire bouffer ni aux Français de souche, ni aux immigrés d'hier, ni d'aujourd'hui. Mais est-ce que c'est pas contradictoire avec ce que vous dites dans la mesure où la colonisation a apporté le progrès, la capacité des gens à décider de leur destin? À la limite, un médecin algérien qui est formé en Algérie, s'il décide, parce que c'est son destin, qui veut s'émanciper et partir en Europe, comment pourrions-nous le lui... Je me rappelle par exemple une fois d'un colloque de géographie sur l'immigration vietnamienne en Pologne. Et une Vietnamienne sur 2 venant en Pologne, donc clandestine, s'était faite violer en route. Wow. Et à la question, par son passeur, et à la question de quelqu'un de l'auditoire, mais enfin, est-ce que c'est pas problématique? La réponse avait été, qui sommes-nous pour juger de son choix? En fait, c'est un choix rationnel que les gens font de peut-être trahir leur pays pour s'auto-émanciper. Et c'est pas un peu ce que la colonisation nous a appris? Cet abandon de la solidarité collective. Avant la colonisation, il n'y avait pas de solidarité en Algérie, ni au Maroc d'ailleurs, hein, ni au Sénégal. Il y avait les tribus et rien que les tribus. Hein. Je veux dire, il n'y avait pas d'identité algérienne. Et pour faire plaisir à mes amis algériens, il n'y avait même pas d'identité marocaine. Comme ça, ils seront très contents. Il y avait les tribus et rien que les tribus. Et les villes, Tlemcen, Oran, Alger, qui étaient des réduits de civilisation.
à Fès, Tétouan, Marrakech, les gens ne se sentaient pas redevables à leur pays. C'est d'ailleurs ce qui se passe aujourd'hui. Le Béninois part, l'Ivoirien part, parce que pour lui, la Côte d'Ivoire est une idée abstraite, qui est née hier. L'Algérien part, tout ça, parce que nous sommes, c'est effectivement un acte d'égoïsme que de partir. Je l'ai fait moi-même, donc je ne vais pas juger les gens. Hein. Mais moi, je me mets dans la peau de la France. Vous ne pouvez pas dire, il faut donner de l'argent, de l'aide au développement, pour réformer la santé en Algérie ou au Maroc, alors que vous ouvrez des places aux médecins marocains et aux meilleurs médecins marocains, mais aux meilleurs médecins algériens. Vous ne pouvez pas dire, nous voulons la croissance et le progrès au Maghreb, alors que vous nous privez de nos élites. Quelqu'un doit être responsable dans l'affaire. Je veux bien que le professeur de médecine puisse vouloir s'émanciper. Mais vous, aujourd'hui, vous devez être responsable de votre politique. Vous n'êtes pas responsable, vous êtes irresponsable. Vous dites une chose et vous faites le contraire. Et vous n'avez qu'à appuyer sur un bouton pour arrêter le problème. C'est le numerus clausus, tout simplement. Créer des places de médecine, bon sang, et arrêtez de voler nos médecins. Vous ne voulez pas le faire, parce que vous êtes pris par les lobbies, vos lobbies, votre corruption. Voilà, c'est très simple. On ne va pas résoudre les problèmes de l'Afrique et du Maghreb avec un surplus d'immigration. Vous savez, en plus, le pire, là-dedans, c'est que ces médecins, ces ingénieurs, même ces mineurs isolés qui peuplent les rues de Paris, ce sont les classes révolutionnaires. Vous faites le plus beau cadeau au régime pourri qui gouverne en Afrique et au Maghreb. Vous les privez de toute opposition. Parce que qui menace un régime? Ce sont les hommes. Message à Madame Sandrine Rousseau, l'homme est dangereux, pas la femme. De qui a peur un potentat maghrébin, un potentat africain? C'est des jeunes hommes de 15 à 25 ans, parce qu'ils sont pleins de testostérone, ils n'ont pas peur. Et ils sont cruels. Vous parlez de cruauté. La cruauté, c'est en général l'atout de l'homme qui peut couper une tête pour un oui, pour un non. Qui fait des coups d'État? Ce n'est pas les femmes, ce n'est pas les enfants, ce sont les hommes. Or, que fait l'Europe? Elle attire à elle les hommes désespérés. Soit ils sont des basses classes, ça donne les mineurs isolés, tout ça, soit ils sont des hautes classes. Alors, comment voulez-vous qu'il y ait du changement politique dans les pays du Sud si vous sucez, vous aspirez à vous toutes les classes révolutionnaires? Ça continuera comme ça, et vous continuerez à voir des pays mal gérés, des dictatures, des pays où il ne fait pas bon vivre. Oui, mais on pourrait voir aussi le problème d'une autre manière, que au moment de la décolonisation, on a quand même fait le choix de mettre en place des dictatures. Donc c'est un petit peu de notre faute s'il y a toutes ces dictatures en Afrique. Et on doit un peu quelque chose aux populations qui sont opprimées par des tyrans de les accueillir. Parce que nous sommes responsables de toutes ces dictatures, parce qu'on les a mis en place pour continuer à pomper des matières premières. Bien sûr. Et vous avez tué Jésus aussi, hein, je vous l'assure. Et vous avez mangé la pomme aussi. Vous êtes responsable de la chute d'Adam sur Terre. Non, à un moment donné, il faut quand même vous limiter il faut limiter votre égocentrisme, chers amis occidentaux. Vous n'êtes pas si puissants que ça. C'est pas parce que vous avez aidé Houphouët-Boigny à mettre le parti unique en Côte d'Ivoire, ou Sédar Senghor à mettre le parti unique en... Je ne crois pas qu'il ait mis le parti unique pour le coup au Sénégal, j'ai un trou de mémoire. Pas parce que vous avez mis en place des dictatures en Afrique à la décolonisation que vous êtes... que ces dictatures tiennent grâce à vous. Vous avez participé d'une manière circonstancielle. Ces dictatures tiennent d'elles-mêmes. Et d'ailleurs, en Algérie, c'est une dictature du FLN, et elle s'est faite contre la France. Ce n'est pas la France qui a mis en place le FLN en 62, comme parti unique et comme dictature. D'ailleurs, vous avez mis 8 ans à combattre le FLN. Vous avez dépensé des fortunes pour le combattre. Non, donc en plus de ça, ces dictatures qui ont été mises en place dans les années 60, elles auraient pu fonctionner. Comme ont fonctionné les dictatures en Corée du Sud, du général Park, ou même en Chine, ou même au Vietnam. Parce que quand vous avez un pays qui vient d'être décolonisé, ou qui a subi un grand cataclysme, comme la guerre civile chinoise, et que vous voulez développer rapidement, parce que le peuple crève la dalle, les gens meurent, les femmes meurent en couche, eh bien vous dites, il faut le parti unique, pour éviter les bavardages démocratiques, éviter le parlementarisme, et surtout en Afrique, éviter le tribalisme. Parce qu'en Afrique, comme le dit monsieur Lugan, une ethnie égale un parti. Houphouët-Boigny, il a mis en place le parti unique en Côte d'Ivoire, pas par tyrannie, parce qu'il a dit j'ai 8 peuples au moins en Côte d'Ivoire, au moins 8, voire plus, beaucoup plus, mais disons 8 grandes fédérations tribales. Si je mets la diversité des partis, j'aurai 8 partis, et ils vont tous se disputer pour le budget de l'État. Il a fait un parti unique, et il a distribué l'argent entre les grandes fédérations tribales pour avoir la paix, pour pouvoir construire le pays. Et la Côte d'Ivoire a connu ses années dorées, les années 70-80, avec le boom du cacao. Après, ça a périclité. Donc, en tout cas, la France n'est responsable de rien. Enfin,
les peuples, vous savez, un régime tient parce que le peuple se soumet. Quand le peuple se révolte, le régime tombe. Vous voyez le régime malien. Oui, mais encore pour oui, ceci, il faut qu'il y ait un peuple, parce que vous évoquez les ethnies. Les ethnies, c'est pas quelque chose qui est, ontologiquement lié à l'Afrique. D'ailleurs, sociologiquement, tous les groupes sociaux se recomposent, se réinventent. C'est Madame Kokrivitrovitch, par exemple, qui a insisté sur le fait que les identités des ethnies en Afrique étaient assez malléables, assez souples avant la colonisation, et que dans une logique de diviser pour régner, on a cimenté tout ça, on a bloqué. Et un peu comme avec les frontières en Afrique aussi, où brutalement imposer des frontières de type westphalien, c'est comme disait un autre rappeur, le rappeur Ayam, désormais il y a des guerres à cause des problèmes de cartes. J'aime beaucoup Ayam, il me rappelle mon adolescence, mais je pense que je l'invite à passer quelques jours avec moi au Maroc pour que je l'emmène à la frontière maroco-algérienne. Et pour voir que malheureusement, là où la France n'a pas fait de frontière, on se tape dessus. Entre l'Algérie et le Maroc, il y a une zone où la frontière a été dessinée par la France. C'est la zone qui va d'Oujda à Figuig, 300 km. Aucun problème. Accepté par le Maroc et l'Algérie. Parce qu'on n'a même pas eu besoin de s'asseoir autour d'une table, c'était là, à la décolonisation. De Figuig jusqu'à l'Atlantique, ça fait plus de 1000 km, la France n'a pas voulu faire la frontière, n'a pas fait la frontière. Résultat, ça fait 30 ans qu'on se bat avec l'Algérie. On est en guerre avec l'Algérie, via le Front Polisario. J'aurais aimé que la France, la méchante France colonialiste, nous fasse économiser, nous épargner. Cette guerre maroco-algérienne, ces milliards de dollars dépensés en pure perte dans des armements qui sont rongés par le sel et le sable du Sahara. De l'armement qui a enrichi les lobbies militaires français, américains, israéliens, russes, pour le cas des Algériens. J'aurais aimé que nous ayons mis cet argent dans les écoles marocaines, dans les hôpitaux algériens, au lieu d'acheter des tanks et des drones. Voilà la réalité. On nous dit que les frontières africaines sont artificielles. Et je dis, quelle est l'alternative? Quand vous avez des peuples qui vivent les uns sur les autres, au même endroit, qu'est-ce que vous faites? Si vous ne voulez pas mettre une frontière, si vous voulez séparer les ethnies, vous faites la purification ethnique. Ça s'appelle la guerre de Yougoslavie. Où on a dit, là où il y a le mélange entre les ethnies, les Serbes, les Croates, les Bosniaques, eh bien, on fait la purification ethnique. C'est ce qu'ont fait nos magnifiques amis britanniques en Inde. Ils ont fait une frontière, ils ont dit ici les Pakistanais musulmans et ici les hindouistes. 1 million de morts en quelques mois, 10 millions de réfugiés. Moi, je ne pense pas que ce soit un progrès. En Afrique, vous avez des ethnies qui vivent les unes sur les autres. Contrairement au Maghreb où c'est un peu différent. Pourquoi les ethnies vivent les unes comme les autres? C'est un peu le système indien des castes. Vous avez des ethnies serviles qui donnaient des esclaves ou les domestiques, ou les gens qui étaient des captifs de différentes sortes. Et vous avez des peuples, des ethnies de maîtres qui faisaient du commerce à longue distance ou qui s'occupaient de religion, soit les marabouts musulmans, soit les grands féticheurs, les grands chefs religieux animistes. Donc les uns avaient besoin de vivre avec les autres, parce que les uns exploitaient les autres. Donc à la décolonisation, que devait faire la France? Faire des bons tout-temps, des états ethniques, avec les Peuls d'un côté, les Bambara de l'autre. Qu'est-ce qu'on aurait dit? Ah, la France déporte des nazis qui déportent. La question est insoluble, je l'avoue, mais ce n'est pas la faute de la France. La France a fait ce qu'elle a pu. Maintenant, il convient aux Africains de s'organiser. Pourquoi ils ne s'organisent pas? Et la France, elle est partie d'Afrique. Je dis à mes amis africains, votre problème, c'est plus la France. La France, elle est sortie de l'histoire. Vous êtes seul face au mur, face au miroir. Vous êtes à poil. Maintenant, vous êtes responsable. Soit vous sauvez l'Afrique, soit vous la vendez, ce qui risque d'arriver aux Israéliens, aux Chinois, aux Turcs et aux Américains. Entendu. Alors, je rappelle le titre de votre ouvrage, Contre-histoire de la colonisation française, aux éditions Jean-Cyril Godefroy, collection Cercle Aristote, donc livre d'Idriss Ghali. Donc, je vous remercie pour cet entretien passionnant. J'aurai encore quelques petites questions, 2 questions pour terminer, et après nous couperons puisqu'il est déjà tard. Dès le début de votre ouvrage, vous parlez donc des Africains, mais vous parlez aussi des Français, et vous dites, vous faites tout de suite la distinction Français de souche et Français de branche. Et j'avoue que cette expression me choque un peu, puisque la devise de la France, c'est liberté, égalité, fraternité. Donc, il y a des Français tout court. Pourquoi faire cette distinction entre Français de souche et Français de branche? Et quand est-ce que commence la branche et quand est-ce que s'arrête la souche? Puisque tous les Français sont originaires d'Italie, de Pologne, de toute façon.
tous les Français, enfin, la composante italienne, polonaise, elle est très récente et elle est minoritaire. Hein. La France a été stable très longtemps démographiquement. C'est pas un pays. La France n'est pas le Canada, n'est pas les Émirats Arabes Unis, elle n'est même pas le Madagascar. Hein. C'est un pays ultra stable durant son histoire démographique. C'est quand même un pays qui a le nom d'un peuple immigré, les Francs. Oui, mais ça remonte à plus de 1000 ans. Donc ils ont eu le temps de se stabiliser. Hein. Ils ont eu le temps de construire précisément dans l'intimité, dans l'enfermement, la magnifique civilisation française. Versailles a été possible, Versailles, le château, a été possible parce que les Francs se sont civilisés, mais ils ont mis 1000 ans. Et enfermés dans leur forteresse, dans leur fief, avec leur église, leurs féodaux, et de temps en temps, à dose homéopathique, ils ont importé un peu de génie italien, un peu de génie allemand, un peu de génie espagnol, et ça a fait la France. On n'a pas fait la France à la gare du Nord, avec le monde entier en train de manger des kebabs. Ce que je veux dire, c'est que l'ouverture est très mauvaise. L'ouverture, elle est très mauvaise, elle est bonne pour la guerre. On va à autrui pour lui casser la gueule. Mais pour construire les pyramides d'Égypte, ou les pyramides des Mayas, ou la muraille de Chine, on s'est enfermé. Parce que la création artistique, le sublime, a besoin d'une stabilité. Il a besoin du calme, du silence de l'artiste, du silence de l'administrateur, du commis de l'État qui gère. D'ailleurs, un État, on parle d'État, de ce qui est, pas de ce qui est en mouvement, de ce qui est. Or là, nous sommes dans le mouvement perpétuel. Vous avez remarqué que depuis que nous sommes dans le mouvement perpétuel, nous sommes divorcés avec la beauté. Tout ce que nous construisons dans l'Île-de-France est hideux. La Défense, les Mercuriales, Jussieu, les Batignolles, tout ce qu'on fait est hideux. Soit on copie Haussmann, soit on fait des trucs ultra moches, parce que nous ne sommes plus on n'est plus dans le calme de l'entre-soi. Et croyez-moi, moi je suis ultra cosmopolite, hein, ultra ouvert, mais je reconnais que chaque peuple a son génie. Et on tue le génie du peuple en l'ouvrant, en l'obligeant à être... C'est comme une femme. Une femme a besoin d'une certaine intimité. Une femme ne peut pas se changer, exposée à la rue. Elle a besoin d'un paravent. Eh bien, le génie d'un peuple, c'est ça. Il faut un paravent. Je n'ai pas dit une muraille avec des barbelés, avec des mines antipersonnelles, mais il faut un certain degré d'intimité. Nous l'avons perdu. Et en cours de route, j'ai perdu votre question. C'est la question justement, vous avez répondu à ma dernière question avant que je la pose, donc c'est parfait. Donc je reviens à mon avant-dernière question. Pourquoi faire encore une distinction entre peuple de souche, français d'eau. Français de souche et français de branche? Nous sommes des Français, tout simplement. Non. Je pense qu'il faut prendre les gens au sérieux. Pour deux raisons. D'abord, la première raison, c'est qu'il faut voir la réalité telle qu'elle est. La France a changé. Si vous aviez hiberné quelqu'un, vous savez le film de Louis de Funès, Hibernatus, si quelqu'un avait hiberné en 70, pas en 1900, pas en 1850, 1970, c'est-à-dire hier, et il ouvre les yeux, il revient à la vie en 2023, le type a une syncope. Tout a changé. Ethniquement, le pays a été révolutionné. Donc on ne peut pas continuer à dire liberté, égalité, fraternité comme si de rien n'était. Cette devise a été faite pour des Français catholiques, blancs. Oui, il faut oser dire les choses comme elles sont. Le pays il n'y avait pas de musulmans en France. On ne peut pas dire liberté, égalité, fraternité quand tu as 10 millions de musulmans. C'est malhonnête. Première chose. Deuxième chose, il faut prendre les gens au sérieux. Vous n'allez pas dire à un Maghrébin qu'il va devenir français en une génération. Certains vont y arriver. Mais la France, c'est le pays du jambon et du vin. Vous n'allez pas dire à un musulman qu'il va devenir musulman parce qu'un préfet dans une sous-préfecture a lui donné un passeport. Ça ne marche pas comme ça, la vie. Vous le prenez, vous savez, et il ne vous respecte pas. Pardon, allez-y. Beaucoup de Français qui ne mangent plus de jambon et qui ne boivent plus de vin. Fabien Roussel, lors des dernières élections présidentielles, avait dit que son programme politique, c'était que chaque Français ait de la bonne viande, un bon vin et un bon fromage à chaque repas. Et tous les Français véganes, tous les Français qui ne boivent pas d'alcool, s'étaient sentis exclus. C'est quand même une vision un peu ancienne du Français. Non, c'est la seule vision possible. Nous ne sommes pas un pays vegan, nous ne sommes pas un pays d'hommes déconstruits, nous ne sommes pas des Américains. Et ça, je l'ai écrit dans mon autre bouquin. Permettez-moi un instant de propagande. Il s'appelle Français, ouvrez les yeux. Je l'ai écrit exactement ça. J'ai dit les Français s'oublient eux-mêmes. Ils s'oublient, ils oublient d'où ils viennent. Moi, bien sûr, il ne faut pas interdire le véganisme, il ne faut pas interdire enfin, voilà, on s'en fiche. On n'est pas des dictateurs ici. Mais il y a un socle commun, il y a une identité commune qu'on reconnaît. Moi, je ne veux pas que les Français reviennent à la messe tous les dimanches, mais je dis qu'il faut qu'ils reconnaissent que leur pays est d'abord un pays catholique. C'est leur tradition, qu'ils reconnaissent les symboles du catholicisme. Je ne veux pas qu'ils deviennent des gros nœuds de bénitier, je ne sais plus comment on dit, des enfants de cœur.
Et puis, il faut arrêter de s'indigner sur des choses enfin, ce que dit M. Roussel, c'est ce qui va de soi. Je veux dire, nous, les Marocains, on se déclare comme musulmans, mais par millions, on ne fait pas le ramadan. Et on ne s'indigne pas. Vous voyez ce que je veux dire? Les Marocains ne vont pas dire pourquoi vous dites qu'on est musulmans. Non. Ce qui manque aujourd'hui, c'est cette espèce nous sommes retournés en enfance. C'est-à-dire que les gens mettent leur véganisme comme si c'était leur défi. La seule chose qui vaut la peine, c'est le collectif. Parce que si la France s'effondre, le végan ne pourra plus être végan. Il va être bouffé par les carnivores. C'est très simple. Nous avons tous besoin d'une France forte. Et cette France, elle n'est pas forte n'importe comment. Elle est forte dans on a fait la France avec une recette magique. Il ne faut pas la casser. On est en train de la casser. Donc, vous voyez, les Français de branche, c'est les respecter que de leur dire qu'ils sont de branche. Parce que ils font un effort que ne fait pas le Français de souche. Moi, mes potes qui ont fait avec moi des écoles de commerce, ils sont Français par facilité. Ils ne savent pas ce que c'est que la France. Je veux dire, franchement, ce que je pense, ils ont eu tout sur un plateau en argent. Moi, si mes grands-parents avaient fait Versailles, je ne laisserais aucun migrant ou aucun voyou envahir Versailles ou vendre des amulettes devant Versailles. Si mes grands-parents m'avaient laissé la Tour Eiffel, je ne laisserais pas une femme se faire violer devant la Tour Eiffel la nuit. Je ne laisserais pas mon pays, je ne laisserais pas l'hôpital public s'effondrer. Ils ont eu un pays sur un plateau en argent et ils laissent partir en vrille. Les Français de branche, si on leur rappelle ce qu'était ce pays et ce qu'ils risquent, et si on leur montre le devenir possible de ce pays, j'espère que certains d'entre eux, pas la majorité, je suis réaliste, mais une partie pourra accepter ce djihad français. Ce pays a besoin d'une guerre sainte. Il faut un peu de fanatisme. Vous trouverez peut-être dans les Français de branche qui viennent de pays effondrés, de pays détruits, qui ont vécu ce que c'est que l'effondrement. Les Français ne le connaissent pas encore. Et peut-être que ces pays d'un sang neuf, que ces Français de branche d'un sang neuf, peut-être qu'ils feront la guerre sainte que les Français ne veulent plus faire pour leur pays. Je l'espère en tout cas. D'accord. Eh bien, écoutez, je vous remercie. Donc, comme les auditeurs l'ont remarqué, nous avons échangé, nous n'avons souvent pas été d'accord, mais nous avons toujours été dans le dialogue, d'une certaine manière. C'est ce qui fait aussi la France. Très bien, bien sûr. Donc, je vous remercie. Bien sûr, c'est le pays du débat. Et j'invite Madame Ernotte de France Télévisions à se rappeler de ce que c'est que la France. Et les patrons de BFM TV, les patrons de Libération, la ministre de la Culture de la France. La France est le pays de la discorde. Eh bien, que nous soyons invités à parler sur ces chaînes pour refaire la France. La France, c'est pas seulement le drapeau, le croissant et le jambon, comme vous le dites, et le vin. C'est aussi le pays de la discorde. Eh bien, écoutez, refaisons la France. La France, vivons-la. Ce n'est pas une idée abstraite. Eh bien, écoutez, donc nous avons essayé modestement de le faire ce soir. Je vous remercie d'être resté un peu plus tard pour que nous puissions faire l'émission d'1h30 prévue. Malgré les difficultés techniques du début, dont nous nous excusons encore. Donc, je rappelle votre livre absolument passionnant en tout point de vue, Contre-histoire de la colonisation française, d'Idriss Ghali, aux éditions Cercle Aristote chez Jean-Cyril Godefroy. Et j'en profite également, puisque en bon marketing, nous faisons la pub à la fin de l'émission, quand les gens ont cessé de regarder. Eh bien, je conseille également le numéro 30 de la revue Perspective Libre du Cercle Aristote, qui porte justement sur l'identité, avec un éditorial de notre directeur du Cercle, Pierre-Yves Rougeron, qui disait « L'identité, c'est ce qui doit aller de soi ». Et j'y ai pensé par rapport justement à vos derniers propos. Donc, je vous remercie encore énormément pour toutes ces remarques passionnantes, pour toute cette fougue. Et donc, j'incite les auditeurs à lire votre livre, puisque, comme moi ce soir, ils se coucheront moins bêtes. C'est gentil. Voilà, donc bien, à la régie, vous pouvez, sauf si vous avez un dernier mot, Monsieur Ghali, et après nous rendons l'antenne. Je ne peux que vous remercier pour votre patience, et puis si mes propos m'emmènent en prison, que les auditeurs m'envoient quelques oranges, voilà. Plutôt des clémentines, pour rester raccord. Tout à fait des clémentines, tout à fait. Voilà. Donc, à vous la régie. Chers camarades, si tu veux plus de contenu, de réinformation, d'éducation populaire et de formation intellectuelle, n'hésite pas à faire un don sur notre page Tipeee.